Et salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de SaaSlab, l'épisode numéro 3. Je t'invite, si t'as pas vu les épisodes précédents, à aller jeter un coup d'œil parce qu'ils vont être aussi exceptionnels que celui-ci. Et celui-ci est un épisode assez particulier parce que c'est un projet coup de cœur, mais c'est aussi un projet sur lequel j'ai moi-même travaillé avec plus ou moins mon agence en tant que prestataire développeur. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec Guillaume. Salut Guillaume, comment ça Salut. va? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans cette émission et de me permettre un petit peu de présenter ma personne et le projet que je porte, Valencia et les métiers d'art. C'est ça. Donc, pour faire un petit peu l'histoire et raconter un peu comment ça s'est passé, nous on s'est rencontrés en début d'année. J'ai C'est ça. travaillé sur Valencia et justement aujourd'hui tu es venu nous parler de Valencia parce que c'est une idée incroyable. Merci. Et ça va être justement ma première question. Si toi tu devais là maintenant présenter le projet Valencia à quelqu'un qui ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, comment tu vendrais ça le mieux possible? Alors en fait, Valencia, c'est un site internet qui a pour but de connecter le grand public avec les artisans d'art et le patrimoine français. À travers Valencia, je permets aux artisans et aux lieux du patrimoine d'avoir un profil pour présenter ce qu'ils font, de leur offrir une visibilité, plus tard j'aimerais bien dans la France entière, mais surtout Hmm. de leur apporter des revenus supplémentaires et de les rémunérer à leur juste valeur pour la Hmm. présentation de leur savoir-faire auprès du public. La deuxième idée derrière Valencia aussi, c'est d'inspirer les gens, puisque malgré tout, l'artisanat d'art n'est pas un domaine si connu en France que ça. Et Hmm. j'aimerais bien, autant aux plus jeunes qu'aux moins jeunes, leur faire découvrir ce cœur qui représente vraiment la France. Et moi, personnellement, j'ai une très grande affinité avec l'art, le patrimoine, les métiers d'art et l'histoire. Et en fait, au travers de Valencia, j'ai vraiment envie de transmettre cette passion au plus grand Hmm. nombre, en fait, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce projet, parce que je pense que les gens le verront aussi. Maintenant, quand on se balade un peu dans les villes, les villages, c'est en train de s'uniformiser un petit peu. Il y a des Bien McDo un sûr. peu partout, des Burger King un peu partout. Et ça m'a fait hyper plaisir de recevoir ce projet-là, où l'idée, c'était vraiment de revenir à nos racines un petit peu et de Bien sûr. remettre des gens qui étaient en train de disparaître sur le devant de la scène. Et ça, c'est un super projet. Donc voilà, bon, moi déjà, je suis très content voilà, de parler de Valencia aujourd'hui. Moi, Ça, ça me c'est fait beaucoup sûr. plaisir aussi, hein. Franchement, Mm. j'adore parler de mon projet, je le porte, j'en parle presque tous les jours, j'essaie de me vendre le plus possible. Et donc moi, chaque occasion où je peux parler de Valencia, c'est vraiment un plaisir, franchement. Clairement. Alors, je préviens aussi les gens, aujourd'hui, c'est un peu une première pour toi de te mettre comme ça en avant, Bien avec sûr, te montrer, etc. Donc, tu nous fais cet honneur-là sur ce podcast. Ça va être un bon exercice aussi pour toi, bien sûr. pour montrer ton visage et qu'on lit un petit peu le projet et ta personne. Si je Pour que... Ouais, Oui. vas-y. Non, pardon, je voulais dire en fait, si je peux revenir un peu sur mon passif, c'est vrai que j'ai fait, tu vois, une dizaine d'années de théâtre dans ma vie, donc je suis quand même Mm. assez à l'aise à l'oral, et c'est même, je dirais, indispensable pour pouvoir vendre le projet, vu que je suis l'image de mon projet. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux et même en ligne, je ne m'affiche pas vraiment. Et donc c'est vrai que, comme tu l'as dit juste avant, c'est vraiment une très bonne première occasion pour moi de pouvoir un petit peu montrer qui je suis, parler de moi, et mais surtout parler de mon projet. Ok. Écoute, moi, je pense qui peut être intéressant, c'est qu'on fasse un petit peu la rétrospective Ouais, de comment est né Valencia, comment est bien venue sûr. l'idée. Et vas-y, je te laisse nous raconter un peu tout ça. Pour préciser un petit peu, alors moi je suis Guillaume Miralles, j'ai 23 ans et je suis titulaire d'une licence en art et d'un master de direction artistique. Je suis originaire du sud de la France, c'est là que j'ai grandi plus précisément en Provence, entre mer et montagne si je peux dire ça. J'ai passé les 5 dernières années à Paris pour faire mon diplôme. Valencia est né lors de ma quatrième année, donc c'est né en 2023. Et en fait, je devais écrire un mémoire en quatrième année sur un sujet en particulier. Et j'ai choisi le sujet des métiers d'art et la problématique exacte du mémoire, c'était comment remettre dans la lumière les métiers d'art et le patrimoine français auprès du public, mais surtout comment intéresser ce public et faire perdurer ses savoir-faire. Et en fait, durant ce mémoire, donc ça a été un grand travail de recherche sur l'histoire des métiers d'art, l'histoire du patrimoine français, l'histoire de la France. Et la deuxième partie de ce mémoire, c'était une étude de marché. Donc une analyse UX, c'est vraiment une étude de marché pour savoir s'il y avait vraiment un intérêt des Français pour les métiers d'art et tout ce qui va autour. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable intérêt des Français pour ça, que ce soit au niveau des gens que j'ai interrogés, les artisans, le public, les rapports que j'ai lus, de tout ce que j'ai pu amasser comme information. J'ai vu qu'il y avait un vrai intérêt du public, mais qu'il n'existait pas une solution. Moi, j'appellerais ça une solution clé en main, une plateforme en ligne où en fait, dessus, on regrouperait tous les artisans d'art de France, tous les sites historiques de France, et qu'en fait, le public, en un clic, il puisse découvrir tout ça. Donc ça, c'est un petit peu la genèse du projet. En fait, cette idée m'est vraiment venue quand j'ai écrit mon mémoire en cinquième année.
on devait rendre un jury professionnel. Donc pour t'expliquer, en fait, j'ai fait une école à Paris et en Mhm. 5e année, l'école, elle nous ramène des directeurs d'agence, des gens qui un peu, j'ai envie de dire, pèsent dans le milieu. Ils Ouais. viennent évaluer ce qu'on fait. Et donc je voulais vraiment présenter quelque chose de conséquent et qui me représentait moi. Et en Mhm. fait, je me suis dit, tiens, bah, vu qu'on doit faire un projet pour la 5e année, pourquoi ne pas véritablement monter Valencia Mhm. sous forme d'une vraie entreprise, vraiment démarrer un vrai truc. Et en fait, c'est durant ma 5e année, après l'écriture de ce mémoire, que j'ai pu développer la boîte. Donc j'ai été très bien entouré, autant que ce soit par ma famille, mes amis, mais surtout aussi par mes professeurs, hein, puisqu'on a les gens qui nous donnaient des cours, ce sont des intervenants, donc des gens qui travaillent dans le milieu. Et grâce à toute cette aide, et après plus de quasiment un an de travail, je peux aujourd'hui, en août 2023, annoncer et être fier qu'en fait, Valencia est ouvert, hein, pour l'instant. Donc là, on est en période d'acquisition, donc il y a quelques profils sur le site, mais vraiment, Mhm. l'idée à la fin, ce serait de devenir une sorte de base de données, de devenir vraiment la référence pour l'artisanat d'art et le patrimoine en France. Hyper intéressant. Donc déjà, les gars, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, que ce projet vous parle aussi, valencia.art, et puis de toute façon, il y aura le lien évidemment, que ce soit sur YouTube ou autre, dans la description pour aller jeter un coup d'œil. Et chose intéressante, donc tu as dit que la première chose que tu as fait, ça a Oui, été de vérifier s'il y avait vraiment un intérêt pour ce bien service-là. sûr. C'est bien, t'es pas parti en te disant moi j'adore l'idée, hop, je pars en freestyle, j'investis du temps et de l'énergie là-dedans. Tu as vraiment vérifié en fait qu'il y ait un vrai intérêt. Ça a été quoi ta méthodologie justement sur ce point-là pour t'assurer de cet intérêt en amont? Alors moi, c'était entre guillemets divisé en deux étapes. La première Mhm. étape, c'est un véritable travail de recherche, c'est-à-dire que je suis allé sur Internet, je suis allé sur le site des ministères, le site de l'Assemblée nationale, le Sénat. En fait, j'ai essayé de trouver tous les rapports, tous les documents émanant de sources officielles. Donc là, je parle du gouvernement, mais ça peut très bien être Mhm. l'INSEE, certains instituts. En fait, des gens qui sont compétents pour parler de ça. Et en fait, dans les Mhm. statistiques que j'ai trouvées, c'est qu'en fait, si je peux en donner quelques-unes, déjà, il faut Mhm. savoir que 2 tiers des artisans d'art, ce sont des gens qui se sont reconvertis. C'est-à-dire qu'à la base, ils exerçaient un métier qui n'avait rien à voir et qui se sont formés au fur et à mesure de leur vie dans l'artisanat d'art. Mhm. En 2024, et du fait de la situation politique de la France, la réforme des retraites, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont envie de changer de métier. Il n'y a jamais eu autant d'arrêts de travail, les gens sont vraiment pas bien dans leur travail, si je peux dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'artisanat peut être une sorte d'échappatoire. Je peux te donner un exemple. En allant parler avec un archetier luthier, Jean-Michel, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Alors, après, parce que moi par exemple je sais pas, c'est quoi? Alors en fait, quand tu joues du violon, tu as un Mhm. archer avec différents instruments à cordes. Et en fait, D'accord. un archetier luthier est une personne qui conçoit le violon. Donc c'est-à-dire qu'il part d'une pièce de bois brute, qui Mhm. va tailler la pièce, tailler le violon, tailler les volutes, assembler le violon. Et il va également construire l'archer pour jouer. Et donc un archer, ça se compose, je ne suis pas un expert, mais d'une pièce de bois et en général de crins de chevaux. Et donc un archetier luthier, c'est une personne qui va concevoir des violons, les fabriquer, les réparer et les entretenir. C'est vraiment un métier incroyable. Ouais. Et en ayant eu l'occasion justement de parler avec Jean-Michel, il m'a avoué qu'un jour, il avait formé quelqu'un qui, avant de devenir architecte, cette personne qui avait la cinquantaine, était chercheur au CNRS, donc très haut placé, hein. Donc il gagnait Mhm. très bien sa vie, il était chercheur au CNRS, jusqu'au jour en fait où il s'est dit, tiens, j'en ai marre de passer ma vie devant un ordinateur, j'ai envie de faire un truc de mes mains en fait, un Mhm. retour aux racines, aux vraies valeurs. Et en fait, il s'est formé auprès de Jean-Michel et maintenant il est archetier luthier. Mais des histoires comme ça, je pourrais t'en compter à l'appel parce qu'en fait, vraiment, l'artisanat, c'est une sorte de refuge dans le monde d'aujourd'hui. Tu sais, le monde de Mhm. l'instantanéité, des réseaux sociaux, du faux. L'artisanat, c'est une sorte un petit peu de refuge pour les gens. Et vraiment, 2 tiers des artisans d'art sont des gens qui se sont reconvertis et qui n'étaient pas du milieu à la base. Donc, imagine, tu vois, avec Valencia, des gens qui font une petite initiation, découverte d'un métier. Mhm. Autant des jeunes que des moins jeunes, ça peut les inspirer pour leur avenir ou les inspirer même pour repenser une carrière professionnelle, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, ça, c'était la partie, si je peux dire, je me suis un peu étalé, mais recherche Mhm. au niveau des chiffres, des statistiques et des rapports. Mhm. Et la deuxième méthode, c'est une étude de marché, donc quantitative et qualitative. En fait, je suis tout simplement allé dans la rue, hein, à Paris, dans les marchés du sud de la France. J'ai aussi passé des appels et je suis allé voir des artisans, je suis allé voir des gens de tous les milieux sociaux, vraiment de tous les âges, des gens de partout. Et je leur ai tout simplement préparé une liste de questions et je leur ai dit voilà, si demain je vous proposais un site où vous pourriez découvrir le patrimoine, découvrir les métiers d'art, combien vous seriez prêt à payer. Et en fait, c'est un travail qui a duré de avril jusqu'à début octobre. Donc, du avril, j'ai vraiment commencé tout ça et en octobre, j'ai rendu mon travail. Et au travers de ces mois de recherche et des centaines, voire des milliers de gens à qui j'ai parlé, je me suis dit, mais en fait, comment c'est possible que personne n'ait jamais pensé à faire un site qui fasse honneur au métier d'art, en fait, Mhm. tout simplement. C'est hyper intéressant ce que tu me dis là parce que ça sort. Tu vois, j'ai vraiment l'habitude de tester des idées, Mhm. etc. Mais ce truc d'aller voir, d'aller rechercher les stats et les études qui ont été menées sur Mhm. l'INSEE et tout, je trouve ça hyper intéressant. C'est une méthode que j'avais jamais entendue et c'est hyper pertinent. Tu gagnes en fait un temps fou. Au lieu de faire Bien l'étude sûr. toi-même, tu vas prendre ce que les meilleurs ont déjà fait et tu te bases là-dessus. Donc hyper intéressant. Et effectivement, comme tu l'as dit, le métier. Alors c'est quoi le nom? J'ai déjà oublié.
Le métier quel métier? De celui qui fait les violons, comment ça s'appelle déjà? Un archetier luthier. Archetier, ouais, ça va être, par exemple, moi, typiquement, je serais clairement client de ça, je pourrais aller voir ça et direct me dire, oh, c'est trop stylé, j'ai envie de faire ça, tu vois. Bien sûr, mais surtout Juste que parce que je vraiment, l'aurais vu. pour revenir à l'architecture, je peux refaire une petite parenthèse. Donc, on Vas-y, peut vraiment vas-y. imaginer qu'il part d'un bloc de bois brut et qu'en fait, c'est lui Mm. qui fait ses vernis, qui fabrique ses cols, il fabrique absolument tout, vraiment tout de A à Z. Il fabrique le violon de A à Z tout seul. Et Mm. vraiment, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça absolument incroyable. Et tous les artisanats, tout Mm. l'artisanat d'art, en vrai, c'est un petit peu ça. C'est des gens qui mettent une passion incroyable dans leur métier et dans les pièces qu'ils Mm. fabriquent. C'est des pièces uniques. Et en fait, si demain, on ne fait pas quelque chose pour aider les métiers d'art, bah, ça risque de disparaître parce que pour élargir un petit peu, il y a 281 métiers d'art. Donc en fait, les métiers d'art, ils sont reconnus par le gouvernement. C'est une liste Mhm. officielle du gouvernement. Et en fait, il y a déjà des métiers d'art qui ont disparu. Par exemple, le métier de batteur d'or. Donc en fait, un batteur d'or était Mhm. une personne qui fabrique en fait des feuilles d'or très fines, donc en matériaux précieux, en platine, en or ou en d'autres matériaux. Et ces feuilles Mhm. d'or étaient utilisées par exemple, tu sais, pour fabriquer des palais, des églises ou des meubles. Et en fait, Ouais. le dernier batteur d'or a fermé en 2018 en France. Donc il n'y en a plus en France en fait. Et ce qui risque Mm. d'arriver aux métiers d'art si on ne les remet pas dans la lumière, c'est qu'en fait, les gens vont arrêter de s'y intéresser et les métiers d'art risquent de disparaître. Et en fait, Mm. sans les métiers d'art, on n'aurait pas la France telle qu'on l'est aujourd'hui. Et c'est grâce aux artisans d'art qu'on a le patrimoine qu'on a aujourd'hui et que la France est la France aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça vraiment, pour moi en tout cas, je trouve ça vraiment excessivement important. Ouais, clairement, clairement. Et puis tu arrives vraiment à un moment clé où je pense que c'est le moment d'intervenir avant que justement ça soit trop tard. Bien sûr. Franchement, les gars, il faut vraiment soutenir ce projet au maximum. Je Merci. pense que ça va parler à beaucoup de gens comme ça parle à moi. Donc ouais, autant que ça soit pour ce métier-là, et puis je pense qu'il y a plein d'autres métiers, on va pas pouvoir tous les Non, non, bien citer, mais sûr. il y en Je a pourrais en plein qui parler doivent pendant des être, jours. ouais, il y en a plein qui doivent être super intéressants. Mais donc ouais, moi ce qui m'a marqué, c'est cette méthodologie qui est vraiment hyper cool. Et après, tu as pris ton courage aussi à deux mains à un moment donné, et tu as juste fait des appels, tu allé voir les gens en Bien direct, et il sûr. n'y a rien de mieux, tu as récolté de la donnée par toi-même, tu as pu voir, parler aux gens sans doute en vrai, et vraiment entendre les objections, le prix, et déjà avoir une idée Et très si je claire en peux tête, quoi. même élargir par rapport à l'étude de marché, Ouais. personnellement, moi, je suis quelqu'un qui, dans mes process de travail, intègre beaucoup l'intelligence artificielle. Que ce soit, par exemple, Mhm. ChatGPT, Claude AI, Midjourney ou encore plein d'autres IA qui me servent dans ce process. Mais il faut dire que quand j'ai fait l'étude de marché, il n'y avait pas de ChatGPT au niveau qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que Mhm. maintenant, avec les versions de ChatGPT, si j'avais, par exemple, une cinquantaine de rapports qui font chacun 1000 pages, je pourrais Ouais. littéralement les donner à l'IA. Et en fait, je pourrais parler avec l'IA et l'interroger sur les rapports. Donc, en fait, si j'avais dû faire l'étude de marché Mhm. aujourd'hui, j'aurais pu être encore plus efficace et encore plus incisif dans ma proposition. Mais malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir. Ouais. Clairement, ouais. Ça, c'est un truc que t'as dû pas louper, enfin, t'as dû le louper de peu parce que c'était juste après, je pense que ChatGPT est devenu hyper puissant. En fait, ouais, GPT est arrivé au moment où j'ai commencé, mais maintenant, il n'y avait pas encore les fonctions, tu sais, pour donner des documents ou quoi. Ouais. Maintenant, avec GPT 4o et les prochaines versions qu'ils préparent, c'est fou. Vraiment, pour 20 $ par mois, ça me fait économiser tellement de temps et d'argent, c'est assez colossal. Ouais, clairement. Ça, c'est un bon truc à dire, c'est que maintenant, en plus, on peut faire la méthode que t'as fait en allant hyper vite, quoi. Il y a Bien sûr. vraiment plus d'excuses. Et je le fais Donc, encore aujourd'hui, hein, je continue à me documenter, à m'instruire et à me tenir au courant des tendances. L'IA me permet en fait de dégrossir en un temps mais extrêmement rapide des quantités de données qui prendraient des semaines à lire vraiment manuellement. Donc c'est vraiment extrêmement efficace, ça me permet d'être encore plus efficace dans ce que je fais. moi, pour parler aussi de mon expérience, pareil, j'adore lire des études, que ça soit au niveau nutrition et autres, mais souvent les Mhm. études sont en anglais et le niveau d'anglais d'une étude, c'est pas le même niveau Bien d'anglais sûr. que parler couramment. Et j'avoue que pareil, maintenant, je donne les études à l'IA, elle me fait un petit résumé et je tire vraiment le concentré de connaissances et de valeur de ça beaucoup plus rapidement. Ah, c'est Donc ça, absolument c'est un génial, hein. truc, ouais, C'est absolument génial. totalement, totalement aligné là-dessus. Donc ça, voilà, début du projet, c'était à peu près quelle période? Alors, enfin, le mémoire, j'ai commencé à l'écrire en avril 2023. J'ai immatriculé la boîte, j'ai déposé les statuts de l'entreprise fin juin 2023. Et Mhm. après, il y a quand même eu une période assez. Il y a eu, j'ai un petit peu développé la boîte, mais dis-toi qu'en parallèle de ce projet, du Mhm. mémoire, j'avais une alternance dans une startup, donc j'étais quand même pas mal occupé. Ouais. Et j'avais mon école à gérer à côté. Donc c'est vraiment Mhm. que depuis que Ouais. je suis diplômé et que j'ai terminé les études là en fin juillet, que je peux Mhm. vraiment me consacrer à 100% à Valencia. Mais donc, Ouais. en Ok. gros, ça fait à peu près un petit peu plus d'un an que l'idée a germé dans mon esprit et que j'ai essayé de mettre en place tous les moyens que j'avais pour concrétiser la chose. Ok, je vois. Justement, sur cette partie, testing de l'idée, validation Mhm. de l'idée, est-ce que, après coup, donc là on est un an après, il y a des choses que tu aurais peut-être fait différemment, mieux, sur lesquelles tu aurais moins pris de temps?
Alors, il y aurait plusieurs choses. La première, et ça aurait maintenant avec les progrès de l'intelligence artificielle, par exemple pour tout ce qui est la partie juridique de l'entreprise, c'est-à-dire les statuts de l'entreprise, les Ouais, contrats de partenariat, les conditions générales de vente et toute la partie administrative. Là, j'avais fait appel à une avocate ouais, parisienne, donc ça m'a permis d'avoir vraiment des trucs très cadrés, mais ça ouais. coûte un certain budget. Et en fait, je pense que maintenant, Tu peux donner le budget ou je peux te donner une ouais, fourchette. Ça a coûté en moyenne entre 2005 et 5000 euros pour toute la partie ouais, administrative. Donc ouais. c'est pas rien. Donc moi j'ai été Mm, obligé de faire ça parce que comme on propose des partenariats avec des mm, artisans, il fallait vraiment être béton sur les conditions et les contrats de partenariat. Et pour tout ce qui est conditions générales de vente, l'administratif, les statuts de la boîte. Mais je pense ouais, que si je devais le refaire aujourd'hui, pour l'administratif, j'aurais peut-être mm, plus privilégié l'IA et fait mm, appel à peut-être des gens que je connaissais dans mes contacts et dans mon réseau professionnel pour m'aider là-dessus et pour économiser un petit peu de l'argent. ouais, ok. Et également, il y a peut-être une deuxième chose que j'aurais fait différemment, on en parlera après, c'est au niveau du financement participatif, parce que j'avais tenté de faire une campagne Mm, Ulule pour le financement. On pourra en ouais, détailler un petit peu après si tu veux. Et il y a ouais, pas mal de choses dans cette partie-là que j'aurais vraiment fait différemment. ok. Hyper intéressant, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai jamais fait appel à un notaire ou à une avocate pour réaliser justement toutes ces pages-là. Là, c'est vrai que je pense que c'était nécessaire parce que c'est un truc vraiment où il faut que ça soit cadré, comme tu le dis, et hyper Bien sérieux. sûr. On est sur un système de marketplace avec des pourcentages sur les transactions, etc. Donc, c'est quelque chose, franchement, où il y a besoin d'avoir un certain sérieux. On n'est pas sur un système d'abonnement assez classique. Bah surtout que, dis-toi que j'ai pas monté une SARL, j'ai monté une SAS, puisque j'ai un associé avec moi, c'est une société à action. Et du coup, Ouais. j'ai découvert avec mon associé l'administration et la paperasse française. C'est un Mmh. plaisir. Donc, s'entourer des bonnes personnes, des fois, et avoir par exemple un avocat ou une avocate sous le bras, Ouais. c'est pas déconnant des fois quand même, c'est pas déconnant. Ouais, totalement. Ouais. C'est vrai que l'administration française, je pense qu'on a tous un peu marre Oui, oui, les vraiment. nombres de papiers totalement aberrants qu'on doit faire pour lancer Mais un en projet. revanche, par Ouais, rapport à l'avocate, et je pourrais le détailler plus tard, elle m'a intégré à son réseau professionnel et elle ouais, m'a permis de rencontrer certaines personnes, dont le directeur d'un cabinet de conseil qui est spécialisé dans les levées de fonds, avec qui j'ai pu ok. avoir une Hmm. discussion. Et ça a été, bah, si tu veux, je peux l'expliquer maintenant, on voulait y venir après, mais si tu veux, je peux te détailler, je peux t'expliquer rapidement un petit peu. En fait, cette avocate m'a permis de le rencontrer plusieurs fois, cette personne, Ouais, qui est donc dirige un cabinet de conseil et qui est chargé des levées de fonds. Et en fait, on a eu ok. une discussion ensemble et lui, personnellement, il adore le projet. Et en fait, il Ok. m'a expliqué qu'en gros, dès qu'on aura ce qu'on appelle une traction financière, c'est-à-dire des résultats Hmm. qui rentrent, du chiffre d'affaires et des perspectives d'évolution, concrètement, je pourrais retourner le voir et de lui dire, voilà nos résultats, j'ai besoin de telle somme. Et techniquement, avec son réseau, vu que ça fait 30 ans qu'il fait ça, Hmm. je pourrais avoir techniquement une levée de fonds assez rapidement, puisque vu qu'en fait, je fais appel à lui, je le paye et il me Hmm. trouve l'argent en contrepartie. Donc rien que ça, tu vois, même si l'avocate m'a coûté cher, le fait qu'elle m'ait intégré à son réseau et que j'ai pu rencontrer des gens comme ça, rien que ça, c'est une plus-value qui, je pense, pour la suite et pour les années à venir, est vraiment non négligeable. Ouais, clairement, le réseau hyper important. Hyper important. Donc ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc ça, l'avocate, c'est à peu près, il me semble, que c'est un peu plus tard dans le projet. Comment ça se passe en fait le début de la création? Parce que je pense que tu fais appel du coup à Julien qui est designer. Enfin, est-ce C'est que ça. tu peux continuer un petit peu l'histoire sur cette partie? Alors, pour le début de l'entreprise, donc la première chose que j'ai fait avec l'avocate, c'est que j'ai déposé les statuts de l'entreprise. Pour faire les statuts, en fait, l'avocate me donne un questionnaire, littéralement, où je vais lui détailler les activités que je compte faire, le type de société, tout ce que j'ai envie de faire. Elle me fait une première version des statuts. En fait, après, il y a un ping-pong où on corrige progressivement pour avoir les bons statuts d'entreprise. Et pour Ouais, détailler, pour expliquer un peu pour les gens qui ne sauraient pas, les statuts de l'entreprise, en fait, c'est un petit peu comme la constitution d'un pays. C'est vraiment ce qui régit comment marche l'entreprise, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment, en fait, vraiment, littéralement, la colonne vertébrale de l'entreprise. mm, Et alors pour ce qui est du coup pour comment je suis passé d'une idée à un projet concret, le meilleur moyen pour commencer, et j'avais réfléchi, c'est je me suis dit au lieu d'engager une équipe et de la payer au mois, ce qui risque de coûter très cher, je vais plutôt faire appel à des freelances sur Malte. Et ayant moi-même déjà fait des travaux en tant que freelance sur Malte, je savais que c'était le meilleur endroit où je pouvais trouver des gens compétents. Donc la première personne à qui j'ai fait appel, c'était Julien. Julien qui mm, était UX et UI designer pour faire les protos Figma. Parce que dans ma formation de directeur artistique, j'ai appris à faire des prototypes Figma. Et en fait, mm, avant de faire appel à Julien, j'avais d'abord un petit peu prototypé ce que j'avais mm. envie, mais j'étais un petit peu obligé de faire appel à littéralement un vrai professionnel, dont c'est la spécialité de l'UX, pour avoir des prototypes qui correspondent vraiment à ce que je voulais, mais surtout pour toi après, d'avoir des prototypes qui puissent servir pour le développement avec les composants et tout ce qui s'ensuit, parce que un simple proto Figma basique avec une maquette n'aurait sûrement pas suffi ou aurait retardé sûrement le développement. Donc l'avantage de passer par Julien, ça m'a permis d'avoir vraiment exactement ce que je voulais et on a eu un retour avec lui. Et en plus, Julien a vraiment été force de proposition puisqu'il m'a même proposé à des moments s'il voulait m'aider pour refaire un logo, ce genre de choses. Il m'a même proposé des choses qui n'étaient même pas dans le devis juste parce qu'il adorait Valencia. Et Mm. encore une fois, encore aujourd'hui, je l'en remercie vraiment, vraiment pour ça. Ouais, même moi, de toute façon, ils verront l'application. Vous avez juste à aller Bien sûr, mais même cliquer. toi, hein, tous les gens à qui j'ai fait appel ont vraiment été, et toi aussi, hein, y compris, très force de proposition dans ce projet. Et vous avez chacun
à votre manière, ajouter votre petite touche en plus à Valencia, et c'est ça qui a vraiment rendu Valencia unique en fait. Ouais, totalement d'accord. Du coup, ouais, le design, franchement, de Valencia a été hyper bien réussi. Alors, il me semble sur Malte, si vous voulez retrouver le designer, c'est Julien Gazo, si je dis Exactement, pas de Julien conneries. Gazo, ouais, tout à fait. Donc, vous pouvez aller voir, hein, cliquer sur le lien valencia.art, directement le design en direct. C'est assez fou. Il a fait un très très bon travail, je trouve. Pour parler un peu plus techniquement, il n'est pas parti d'un design system. Il a vraiment fait un truc un peu entre guillemets sur mesure. Et ça a été très très réussi. Donc bravo à lui. Et on parlera un peu plus techniquement, mais donc lui, il a réalisé à peu près 50% de l'application. Moi, après, ce que j'ai eu à faire de mon côté, ça a été reprendre ce qu'il a fait et créer les nouvelles parties un petit peu à partir de son design. Mais comme justement, il y avait un très bon travail de fait en amont, ça m'a beaucoup simplifié le travail, que ce soit dans l'intégration au niveau du front-end et même dans la création des nouvelles parties, où franchement, il a fait un très bon travail. Voilà, Et franchement, si il n'y je a peux rien à me dire. permettre de redétailler un petit peu pour ne pas que les gens pensent qu'en fait je suis avec de l'argent, j'ai donné de l'argent et les gens m'ont fait le travail. À Valencia, donc c'est-à-dire les couleurs, le logo, la direction artistique, le choix des typos, les dispositions sur le site. En fait, c'est moi qui ai vraiment tout imaginé, hein. Le logo, c'est moi qui l'ai créé sur Illustrator. J'ai choisi les couleurs, j'ai créé les typos, j'ai réfléchi moi-même au design. Mais vraiment, Julien s'est occupé en fait de magnifier ce que j'avais fait et de transformer une sorte de prototype j'ai envie de dire, à quelque chose qui puisse servir pour le développement. Mais c'est vraiment moi en tant que directeur artistique qui ai vraiment fait l'ADA, les couleurs, et c'est vraiment tout sort de mon cerveau, hein. Vraiment pas que les gens pensent que je suis avec de l'argent, que j'ai payé et que tout a été fait pour moi. Moi, j'avais pas bien compris cette partie. Donc, en fait, c'est la direction artistique, pardon, qui a Exactement. été très bien réussie parce qu'elle correspond vraiment un petit peu à l'image qu'a Valencia. En tout cas, moi, l'image que je m'en fais dans ma tête, ses couleurs, etc., la fonte qui a été choisie. Je trouve qu'il y a vraiment eu un très bon travail de fait là-dessus. Donc, que ça soit Julien Merci ou toi, beaucoup. franchement, c'est du très réussi. Et c'est ça aussi qui m'a fait tomber amoureux de la plateforme. Moi, quand j'ai reçu, parce que donc pour raconter un petit peu la suite de l'histoire, tu es venu, ou c'est Julien qui est venu me C'est Julien, ouais. contacter, ouais, Exactement. qui est venu me contacter sur Malte, qui est venu me proposer de venir développer ce projet. Et il nous a mis en relation. Et donc moi, quand j'ai découvert la maquette qui était sur Figma, je me suis dit, oh bien, j'ai envie de bosser sur ce projet, le projet est cool, le design est trop cool, let's go, on va essayer de faire un truc sympa. Et puis bon, j'ai pas envie de te voler la Non, suite de non, mais l'histoire. vas-y, parle, parle, c'est très intéressant. Faut donner du contexte. Et voilà, après on a pas mal discuté, etc. Donc une fois que le design de Julien était terminé hein, à 100%, on a discuté, on a échangé. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus détailler sur cette partie? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que tu m'as choisi moi? Est-ce que que ce soit au niveau des designers ou même au niveau des développeurs, est-ce que tu avais envoyé à plusieurs personnes? Alors, Comment ouais, tu as fait, en fait? Parce que je trouve que tu es quand même tombé sur les bonnes personnes. bien Comment tu as fait sûr. pour trouver des A-players, on va dire? Alors, Julien m'avait proposé plusieurs Mm. développeurs qui étaient plus ou moins dans les mêmes tarifs qu'avec toi. Et en fait, Ouais. ça a été un choix vraiment de regarder les profils, de regarder votre portfolio. Mais il y a aussi un choix personnel. Je sais pas pourquoi, en fait, quand je dois choisir quelqu'un, même si on propose plusieurs choix, j'y vais un petit peu à l'intuition, tu vois. Et Mm. je sais pas pourquoi, par rapport à tous les profils qu'il m'a proposé, j'ai eu l'intuition qu'avec toi, ça allait le faire. Vraiment, ça paraît bête, hein, mais je suis quelqu'un dans la vie qui souvent, pas je me remets à mes intuitions, tu vois, mais j'essaie de suivre mon instinct, tu vois. Et là, je me suis dit, tiens, je pense qu'avec Yanis, ça va le faire. Et bah, honnêtement, je te le dis maintenant, plusieurs mois après, j'ai vraiment pas été déçu, hein, franchement. Bah, ça fait plaisir. Mais Super. c'est tes compétences et aussi bah, mon intuition et mon feeling personnel qui ont fait que bah, j'ai décidé de partir pour bosser avec toi. Totalement. Et pour te partager, moi aussi, je fonctionne un peu comme ça. Parce que j'ai dû, des fois, trouver des associés pour mes propres projets, etc. Donc, il y a pas mal de rendez-vous qui sont faits et on essaye de doser. Bon, bah, les portfolios se ressemblent, comment choisir quel est le mieux. Et c'est une erreur que j'ai fait sur un de mes premiers SaaS. Je suis parti trop sur cette personne, elle a tant d'abonnés sur les réseaux, je vais travailler avec elle juste parce que voilà, ça va m'apporter pas mal de choses à ce Mhm. niveau-là. Et en fait, c'est une erreur que j'ai fait parce qu'après, on s'est mal entendu et le groupe s'est dissocié. Et du coup, maintenant, je fais beaucoup plus attention justement à cette espèce de connexion, à ce feeling que j'ai, à cette, voilà, comment tu as appelé ça, l'intuition. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est aussi un peu cette connexion humaine qu'il peut y avoir, je pense, à travers l'intuition. Donc je pense que c'est un truc à prendre vraiment en compte quand vous faites vos choix, que ce soit avec vos associés ou les prestataires. Faites aussi attention en fait à juste avoir un feeling et pas faire attention que aux chiffres ou que au portfolio. C'est aussi une aventure Si humaine. tu veux, je peux détailler encore un petit peu sur ça, justement, par rapport Ouais. au recrutement feeling, parce que j'ai été amené, je vais détailler là-dessus. J'ai un alternant qui travaille avec moi que j'ai dû recruter. Et avant même de faire le recrutement de cet alternant, dans la startup où je bossais avant, comme j'ai décidé d'arrêter la startup pour pouvoir me consacrer à Valencia, le Ouais. patron m'a dit, OK, tu peux te barrer, mais tu me trouves quelqu'un à ta place. Donc en fait, j'ai littéralement créé un compte Indeed au nom de la boîte et j'ai fait du recrutement pour la startup où je bossais avant. Et du même principe que là, pour l'alternant que j'ai recruté, les deux recrutements que j'ai fait,
ça joue beaucoup sur les compétences parce qu'il faut que tu recrutes quelqu'un qui soit à la hauteur du travail que tu vas lui fournir. Mais honnêtement, dans le recrutement, il y avait des gens qui étaient archi compétents, vraiment, ils avaient un CV en béton, en béton. Mais quand je leur ai parlé au niveau du feeling, je sais pas, j'étais pas super convaincu. Et à Ouais. contrario, il y a des gens qui avaient peut-être un CV un petit peu moins en béton, mais qui étaient super compétents quand même. Et quand on a parlé dans l'entretien, il y a eu un feeling qui est passé, tu vois. Et je me suis dit, franchement, il va le faire. C'est cette personne que je veux. Et bah honnêtement, bah, autant pour les recrutements que j'ai fait là, pour l'attendant que je bosse avec moi. S'il m'écoute, je le salue Maxence. Franchement, je suis vraiment pas laissé son travail et c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Donc vraiment, le feeling et l'humain, les compétences c'est une chose, mais pour moi, le feeling et l'humain c'est même peut-être un petit peu plus important parce que tu peux avoir la personne la plus compétente du monde. Si c'est une ordure, bah vous arriverez à rien du coup. Donc vraiment, pour moi, le feeling c'est très important. Vraiment, l'humain c'est très important, hein, franchement. Ouais, c'est aussi ouais, ce que j'en ai tiré. Alors moi, je serais un peu plus nuancé dans le sens où je dirais que ça dépend, etc. Mais que grosso modo, il faut faire attention aux deux. Il Bien faut pas sûr, délaisser les compétences, il faut pas délaisser le côté humain. Et on parle beaucoup de ça parce que souvent, en fait, on délaisse justement le côté humain en privilégiant un petit peu les compétences parce qu'on est vraiment en calcul logique, etc. Mais si tu kiffes pas bosser avec la personne et que enfin, c'est une aventure, donc tu vas la voir et faire des rendez-vous assez bien souvent, sûr. ça risque d'être pénalisant et de perdre en motivation pour les deux personnes, quoi. Non, ce serait un bon 50-50, hein. Il faut que la personne elle Mm. soit compétente, mais qu'aussi vous vous entendiez bien pour que ça puisse avancer et faire des choses constructives et positives ensemble, hein. Ouais, totalement aligné, totalement aligné. Et d'ailleurs, bah, tu viens me contacter et moi, c'était un peu le moment justement aussi où je commençais à créer du contenu sur X. Au début, j'étais ni sur LinkedIn ni sur YouTube. Donc à ce moment-là, j'étais encore très très peu connu. Je pense que j'avais 400 ou 500 abonnés, un truc comme ça sur X. Mhm. Ça, c'est une question que j'y pense maintenant. Mais est-ce que le fait que je poste du contenu publiquement, ça a influencé aussi ton choix en me disant, ah bah du coup, il montre ce qu'il fait, etc. Il pourra pas me la mettre à l'envers parce que sinon, bah voilà, il Bah, est cramé un peu devant les yeux de justement, tous. moi j'aime beaucoup ce côté où en fait, tu détailles ce que tu fais quand tu travailles sur un projet, tu détailles un petit peu ce que tu fais, tu montres le process. Et moi je trouve ça très bien, autant pour le côté, surtout, en fait, c'est surtout le côté transparent de la chose, tu vois. Genre Ouais. vraiment, moi je vois ce que tu fais, même si on en discute, mais autant pour les gens, tu vois, même plus tard, s'ils vont voir par rapport au développement de Valencia, ils pourront voir par quelles étapes on est passé. Et pour Mm. moi, c'est vraiment très important la transparence en fait, parce que justement, il faut être transparent avec les gens. Et nous, comme on est, enfin, l'objectif de Valencia, c'est d'être un petit peu une idée altruiste pour tout ça. Et j'ai une petite question annexe. Est-ce que tu as posté le lien de Valencia sur LinkedIn par hasard? Est-ce que t'as- Je, je sais pas, Alors en fait, je peut-être. te pose cette question parce que en fait, sur Vercel, sur les analytiques du site, pour expliquer, Yanis m'a installé des analytiques pour savoir un petit peu d'où viennent les gens sur le site. Et en Ouais. fait, j'ai des dizaines de personnes par mois qui viennent sur Valencia par une référence LinkedIn. Sauf que moi, j'avais pas encore de compte LinkedIn à cette époque-là, donc quelqu'un a mis le lien de Valencia sur LinkedIn, donc c'est peut-être toi. Et si c'est le cas, je t'en remercie parce que j'ai pas mal de visites via LinkedIn. Alors c'est possible parce que je dois forcément faire des posts des fois où je dis j'ai réalisé tel projet, etc. Donc c'est possible. Et je me demande si je l'ai pas aussi sur la landing page de l'agence, mais je crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai le logo Valencia dans la liste des logos des projets que j'ai réalisés. Euh, mais oui, je l'ai dû le mettre. J'ai dû forcément le mettre à un moment donné. Je pense que ça a dû arriver. Et également, si on peut revenir à cette histoire justement de que toi tu partages de ton côté ton travail, également ça permet aussi d'offrir une certaine visibilité parce que Valencia, moi j'arrive de nulle part, personne ne me connaît, et même s'il y a que quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui entendent parler de Valencia, c'est toujours quelques milliers de personnes en plus que si j'étais tout seul chez moi à attendre que ça tombe tout cru. Donc moi je trouve ça vraiment pertinent. Et moi là vraiment honnêtement d'être là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir Mm. vraiment en parler, de détailler chaque étape du projet, puisque c'est un projet que je porte, que j'anime, et j'en Mm. parle limite presque tous les jours, hein. Donc Ouais. là, ça me fait vraiment encore plaisir de pouvoir en détailler. Ouais, clairement. Puis ça se sent que tu kiffes le projet. Je pense Bien que ça sûr, se sent qu'on a vraiment, on est tous un peu tombés. En fait, tous ceux qui ont croisé Valencia, ils sont un peu tombés amoureux du projet. Et je pense que tu c'est as vrai, hein. t'as sélectionné aussi ceux qui aimaient le projet et qui avaient vraiment eu cette volonté-là de travailler là-dedans, je pense. Bien sûr, surtout que par exemple, parce que j'ai fait appel à d'autres freelances aussi, j'avais eu Elvina qui a travaillé avec moi, qui m'a Mm. aidé à débuter sur les réseaux sociaux parce que personnellement, j'aime pas les réseaux sociaux. En dehors du Mm. professionnel, hein, je parle pour le Mm. divertissement, je suis pas fan des réseaux sociaux. Donc Ouais. j'avais certaines lacunes, si je peux dire, que j'ai depuis rattrapé. Mais donc j'avais fait appel à Elvina et Julien pour m'aider pour tout ce qui était communication organique et également pour de la communication, du paid media littéralement, Mm. pour faire connaître la campagne de financement participatif que je pourrais te détailler un petit peu après si tu le souhaites. Mais vraiment, les gens auxquels j'ai fait appel, c'est vraiment des gens qui avaient une certaine affinité avec le projet. Et je trouve ça limite même indispensable en fait, parce que payer quelqu'un pour un travail qui va faire de manière, j'ai envie de dire machinale, tu vois, mais je l'ai Mm. payé pour ça, c'est une chose. Mais payer quelqu'un pour un travail et qui en plus il apprécie le projet, c'est Mm. vraiment satisfaisant. Et moi personnellement, quand les gens me disent qu'ils adorent le projet, ça me fait chaud au cœur, vraiment, ça me fait chaud au cœur.
Clairement, ouais. Ça, c'est un truc hyper intéressant sur lequel on viendra après. Donc, parce que tu crées du contenu organique. Bien Tu sûr. as aussi fait un peu de media buying. Mhm. Moi, je suis comme toi, de base, je déteste les réseaux sociaux. Et on est dans une ère où, bah voilà, pour le travail, etc., c'est hyper important d'y être. Indispensable même. Exactement. Alors, moi, j'ai un peu changé d'avis là-dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment ce truc où tu peux rencontrer de super personnes. Et je l'ai vu au fur et à mesure. Parce qu'en fait, Valencia a commencé à grossir un peu quand moi, sur les réseaux, j'ai commencé à grossir en parallèle. Donc moi, de base, j'ai ni Instagram, ni TikTok, j'ai rien, absolument rien. Et WhatsApp, et encore, j'ai une application pour le bloquer pour pas que ça me déconcentre. Mais oui, maintenant, en fait, on est obligé. Et d'ailleurs, maintenant, il y a le compte TikTok, moi, que j'adore, et Instagram de Valencia, où Ouais, tu postes des super petites vidéos, justement, pour présenter un petit peu les endroits, les endroits cool, etc. On reviendra un peu ouais. plus tard là-dessus. Donc ouais, ok, donc là, tu as fait appel au designer, tu fais appel à moi, donc on se lance ensemble sur ce projet. Alors je sais plus exactement comment ça se passe. Est-ce que je peux dévoiler une fourchette du prix à peu près? Est-ce que Tu ça peux te donner une dérange? fourchette du prix, ouais, tu peux Ouais. donner une fourchette du En prix. gros, c'était entre 15 et 20 000 euros, plus ou moins. Et j'étais parti de base pour un mois, je crois. Et j'avais commencé même à publier du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux. Je disais, ok, tel jour, j'ai avancé, ta, 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 ta. Finalement, ça m'a pris plus de temps que prévu. Donc, j'ai arrêté à un moment donné de poster sur X parce que, mine de rien, c'était un projet assez conséquent. Marketplace, donc c'est pas un SaaS, c'est pas un système d'abonnement. C'est vraiment une place de mise en relation. Donc, il y a énormément de fonctionnalités. Pour détailler un peu plus de mon côté, il y a un dashboard admin, un dashboard utilisateur et le côté client avec la liste, avec tous les filtres de recherche, etc. Et sur le dashboard user, on a également beaucoup de fonctionnalités. Donc en fait, ça faisait un travail assez conséquent, à savoir que sur ce projet, j'ai travaillé tout seul. Donc au final, on a mis peut-être un peu plus d'un mois, il me semble. Ouais. C'est ça. Mais ça reste quand même un temps vraiment court pour le travail que tu as pu me rendre et pour le résultat de Valencia. Vraiment, je trouve que c'est un temps quand même assez court pour le résultat auquel on est arrivé, hein, vraiment. Si je peux me permettre ce petit commentaire. Ouais, c'est sympa. Je trouve aussi, honnêtement, après, j'ai franchement énormément travaillé. Je travaillais vraiment du matin au soir non-stop. Ah, j'ai vu ça, hein. Et encore une fois, merci beaucoup, hein, parce que chaque personne qui voit le site me dit, mais c'est incroyable, monsieur. Super, ça fait grave plaisir. Et puis à cette époque-là, en plus, j'avais moins. Alors, je commençais déjà à avoir pas mal des outils d'automatisation, etc. Mais avec l'IA, maintenant, ça a vraiment encore boosté le truc. Donc, c'est vrai que là, plus on avance, plus les projets, grâce à l'automatisation, etc., ça permet vraiment de gagner du temps. Mais donc, ouais, je développe, je partage un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Toi, en parallèle, est-ce qu'il y a des choses là qui se passent à ce moment-là pendant que je développe le projet? Quand tu étais en train de développer, bah, c'était Ouais. aux alentours de fin novembre, début décembre, si je dis pas de bêtises. Alors moi, à ce Ouais. moment-là, personnellement, pendant que tu t'occupais du développement, moi j'étais pas mal occupé avec mon école, puisqu'en fait, Mm. on avait un jury en janvier. En fait, je devais présenter le prototype de Valencia, en fait. Et Ouais. donc j'étais vraiment très très occupé parce que c'était pas juste on arrive dans une salle devant un jury. J'ai littéralement j'ai construit un stand de 2 mètres par 1 mètre avec une décoration d'un atelier d'artisan. J'ai mis à fond j'ai construit une fausse cheminée. Il y avait une grande télé pour montrer le projet. Donc vraiment, pendant que toi tu étais au développement, moi j'étais vraiment concentré sur cette partie par rapport à mon Mm. école et à ce jury. Et au final, j'ai eu 16,5 sur, si je peux le dire, hein, j'ai eu 16,5 sur 20 et j'ai eu l'une des meilleures notes, les meilleures notes de la classe, hein. Donc voilà, je me jette pas des fleurs, mais Bravo. Là, franchement, mérité. Mérité, merci. mérité. Et ils ont adoré du coup le projet et du coup pendant cette présentation sur la grande télé que j'avais, j'ai Mm. montré la pré-prod de Valencia que tu m'avais préparé avec des profils personnels d'artisans Mm. qu'on avait créé ensemble et ça a vraiment fait mouche auprès des jurys, hein. Ils ont vraiment Mm. adoré l'idée, adoré le concept. Malgré le fait que c'était encore que la pré-production à ce moment-là. Parce que pour raconter un petit peu, donc pendant la partie développement, tu avais une pré-production sur laquelle tu pouvais me faire des retours, aller checker, etc. On communiquait pas mal sur Discord à ce moment-là. Ouais. Donc toi, voilà, tu vas présenter le projet. Un truc, moi, qui m'a bien marqué, c'est que tout le monde, en fait, encore une fois, alors on le voit, tout le monde, dès que tu présentes le projet, les gens sont en mode, c'est trop bien, Bien sûr. il faut ce projet. Et je pense que ça t'a pas mal confirmé dans l'idée que le projet, il allait marcher et que t'es surmotivé, quoi, genre. Et un autre truc qui joue aussi, que je me suis pas mal rendu compte en allant voir des gens, c'est que tout bêtement, je l'ai peut-être pas précisé, mais j'ai 23 ans, tu vois, j'ai que 23 ans. Et en fait, la plupart des gens à qui je parle, les artisans, ils sont des gens qui sont bien dans la cinquantaine. Et quand Ouais. ils voient y arriver moi, du haut de mes 23 ans, avec ma petite chemise à fleurs pour leur dire bonjour, moi tout seul, j'ai envie d'essayer de sauver le Mm. patrimoine français et de sauver les artisans français, ils se disent waouh!
Genre, tiens, t'es pas un gamin abruti sur les réseaux qui pense à que faire la fête et tout. Vraiment, ils disent le type, il en veut en fait. Et je le montre aussi, c'est que genre, je montre que j'en veux. Et je pense que c'est aussi un truc qui m'aide beaucoup, c'est que du fait de mon jeune âge, les gens qui me voient, ils se disent, tiens, vraiment, le type, on veut lui donner de la force en fait. Les gens, ils ont envie de m'aider et de m'accompagner pour réussir. Bah, encore une fois, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à faire le tour de la région pour aller vendre le projet à tout type de personnes, des vignobles, des artisans, des acteurs du patrimoine, même les offices du tourisme de la région. Et tout le monde m'a dit, mais c'est génial, vraiment, revenez nous voir. Tout le monde adore, vraiment. Donc, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Chaque personne qui me dit que c'est bien, ça me fait chaud au cœur et ça me motive vraiment à me dire, mais les gens, ils veulent que ça marche. Donc, bah, ça me motive et à m'investir encore plus. Hein. Et ça, c'est un truc qui m'avait aussi marqué, que j'y pense maintenant quand on s'était parlé pour la première fois, etc. C'est que j'ai vraiment senti le projet qui t'animait énormément, mais plus que ça, j'ai senti que c'était vraiment dans un but pour aider. Tu vois, c'était vraiment pas un but financier. Je sais pas comment tu m'avais dit ça, mais j'étais convaincu. Genre, tu m'avais. Alors que c'est dur de me convaincre que les gens font pas les choses pour l'argent personnellement, parce que je sais un petit peu la nature humaine, mais j'avais vraiment senti en toi cette volonté de vouloir aider les gens. Et ça, c'est un truc que je partage pour tous ceux qui nous regardent. C'est important en vrai quand même d'aimer son projet. Ça permet d'avoir une motivation et de se lever le matin et d'être déterminé. Tu vois, là, tu vas traverser un petit peu la France, tu vas voir les artisans, etc. Il faut être motivé, il faut l'aimer son projet pour donner autant d'énergie là-dedans. Ça permet aussi, moi, tu m'as un peu transmis cette motivation, tu vois. Genre, à travers le fait que tu kiffais, etc., tu me dis non, moi, je veux vraiment Ça fait aider les gens. vraiment plaisir à entendre. J'étais en mode, bah, go, mec, j'ai trop envie de te suivre, je vais aussi aider les gens, tu vois. Alors que, personnellement, moi, je suis un peu plus attiré par le côté financier sur la plupart des projets, je m'en cache pas forcément, Il faut que bien que par t'en vives, le. hein, c'est normal, comme tout le monde, il faut bien vivre dans la vie. Hein. C'est tout Bien à fait sûr, normal. Hein. bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que sur ce projet-là, tu vois, ce qui m'a aussi levé le matin, c'est me dire, ouais, là, on fait vraiment un projet cool, c'est pas un truc où on va arnaquer les gens, etc. C'est un projet pour aider vraiment les gens, qui est en alignement avec mes valeurs. Et ça, c'est un truc qui donne vraiment de la motivation le matin. Le côté financier, c'est bien, ça motive beaucoup. Mais si on peut avoir les deux, c'est merveilleux. Donc, les gars, essayez de lancer des projets voilà, en raccord avec vos valeurs, quoi. Et si je peux même approfondir sur ça, justement, sur cette valeur, sur l'altruisme, le fait d'aider les gens, c'est que, en fait, depuis tout petit, en fait, j'ai envie j'ai mis longtemps à trouver ma vocation, tu vois, à trouver Mm. le métier que je voulais faire. Par rapport à Valencia, j'ai toujours voulu, en fait, essayer de trouver un jour la bonne idée, tu vois. La bonne idée qui permettrait, en fait, qu'avec cette bonne idée, je puisse faire des choses concrètes, tu vois. Je pense qu'au final, tout le monde a un peu envie de laisser une trace dans ce monde, tu vois, et de se Mm. sentir utile. Et en fait, vraiment, de monter un site comme ça où je me dis qu'en fait, plus tard, je pourrais avoir des milliers d'artisans inscrits dessus et grâce à moi, ils font découvrir leur métier, ils inspirent des gens, ils gagnent des revenus supplémentaires et ça inspire d'autres personnes, on fait perdurer les métiers d'art. Vraiment, Mm. je me dis, moi, à mon échelle, quasiment tout seul, réussir à faire ça pour essayer, pour plus tard la France entière, ça me donne une motivation. T'imagines même pas vraiment essayer d'œuvrer et de faire quelque chose d'utile de ma vie, en fait, de faire vraiment quelque chose d'utile. Et je pense honnêtement, avec Valencia, avoir trouvé ma vocation. Vraiment, je peux te le dire aujourd'hui, je le pense. Ben, c'est super. C'est trop bien de travailler sur son projet de rêve, sa vocation. Bien sûr. Donc, donc c'est C'est ça top. qui me force à me lever, qui me force, enfin, qui me force, ça qui me motive justement à me lever le matin. Je me lève et je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire des trucs productifs, je vais aller voir des artisans, je vais inscrire les artisans, et on va parler ensemble. Parce que les artisans, je peux parler 5 minutes avec eux, comme je peux passer des heures entières à parler avec eux. Mm. Il y a tellement de choses à apprendre d'eux et j'adore parler avec les gens personnellement. Ouais, carrément. Bah là, on est à peu près au moment où voilà, moi je finis donc le MVP, la version 1 du projet. Alors, je Ouais, sais pas si on peut dire MVP parce qu'on est quand même sur un truc très complet avec beaucoup de bien sûr. fonctionnalités. Mais voilà, c'est la première version du projet. Moi, je dirais la Et version 1.0, tu vois, la version 1.0 de ouais, Valencia. ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu as mis en place niveau marketing justement à ce moment-là pour te dire quelle était ta stratégie pour faire connaître l'application? Parce que pour présenter un petit peu un problème qu'on peut avoir avec les marketplaces que les gens ne connaissent pas forcément, c'est le problème du call de start. C'est un problème assez connu. Il y a un livre là-dessus dont je ne connais plus l'auteur. Mais grosso modo, dans un SaaS classique, il faut attirer une masse de clients. C'est-à-dire qu'on a un service qui est automatisé avec de l'IA ou voilà notre application web. Les gens viennent, ils prennent un abonnement. Donc on a un groupe d'utilisateurs à attirer, c'est assez simple. Une marketplace, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut attirer deux groupes distincts d'utilisateurs. Quand on veut attirer un des deux groupes, il va dire bah, est-ce que l'autre groupe est déjà sur la plateforme? Bien sûr. Et donc en fait, le vide fait que ça va être très dur d'attirer les premiers utilisateurs. Et c'est pour ça qu'une marketplace de manière générale, ça demande beaucoup plus d'énergie à lancer qu'un SaaS classique. Donc toi, quelle a été ta stratégie justement pour attirer ces premiers artisans, ces premiers utilisateurs sur la plateforme et de manière plus Et générale, bah, la stratégie marketing? là, tu vois, on met le doigt sur le principal, alors je peux pas appeler ça un problème, mais sur la principale chose de Valencia,
c'est qu'effectivement, c'est un marketplace et en fait, pour pouvoir attirer des clients, il faut rentrer des artisans. Mais pour convaincre les autres artisans, il faudrait préalablement déjà avoir rentré des artisans, tu vois. Donc j'ai presque envie de dire que ce serait un problème sans fin. Et donc, si on peut revenir à ce que j'aurais fait différemment, pour détailler un petit peu, pour le lancement, je t'avais demandé de mettre en place un système où en fait, on limitait l'accès au catalogue et au profil des artisans aux seules personnes qui étaient inscrites et qui avaient des comptes d'artisans ou de lieux, pour pouvoir justement ne pas avoir un site vide au début. Mais je pense que si je devais faire les choses différemment, j'aurais fait autrement. C'est qu'avant même que le développement soit fini, si j'avais eu plus le temps à cause de mon école, je serais d'abord allé essayer de trouver des artisans qui auraient été prêts à s'inscrire avant même qu'on ait le site qui aurait été fini d'être développé. Parce que là, le problème auquel j'ai été confronté, c'est qu'en fait, pour aller convaincre les artisans, je devais leur présenter concrètement un site vide et leur dire voilà à quoi ça va ressembler en fait. Mais du coup, les gens, c'est un peu difficile pour eux de se projeter. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux parce que le catalogue il est accessible, j'ai déjà quelques profils inscrits et honnêtement, je le vois vraiment, tu vois. Honnêtement, maintenant, les artisans, je vais les voir, je leur dis prenez votre téléphone, vous allez sur Valencia et en fait, quand ils voient dans leurs mains le site avec le profil de leurs amis artisans, ils se disent mais pourquoi pas moi en fait, tout simplement. Donc vraiment, ce problème justement du cold start, de lancer un marketplace, c'est assez technique et en fait, ma solution, elle est extrêmement simple, tout simplement. Je me déplace, vraiment, je me déplace. Je l'ai fait à Paris, je l'ai beaucoup fait à Paris en Ile-de-France et là, je le fais beaucoup dans le sud de la France. Mais la meilleure solution pour que ça marche, c'est en fait de me déplacer, d'aller voir les gens, de me présenter, de dire bon, voilà, je suis Guillaume, j'ai 23 ans, directeur artistique, j'ai lancé Valencia, participez avec moi à cette formidable aventure. Et honnêtement, depuis que, ne serait-ce que j'ai 5-6 profils là déjà d'inscrits sur le site, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus simple de convaincre les gens. Parce qu'il n'y a pas besoin de passer 3 heures à faire du baratin. Ils voient le site, ils comprennent directement ce qu'on propose. Donc maintenant, depuis que j'ai réussi à inscrire ces premiers artisans, et ça a été vraiment technique, parce que ça a pris plusieurs semaines à en inscrire ne serait-ce que quelques-uns, maintenant que j'ai inscrit les premiers, ça va beaucoup plus vite pour l'acquisition. Voilà. Donc c'est pas encore, j'en inscris pas 10 par jour, donc c'est un ou deux par semaine, mais ça reste quand même beaucoup mieux qu'au début où j'ai vraiment mis des semaines et des semaines à en trouver ne serait-ce qu'un seul sur les centaines que j'ai contactés. C'est très compliqué, vraiment, c'est très très compliqué. Je peux le dire aux gens ici présents, si vous comptez lancer un marketplace, prenez bien ça en compte. C'est vraiment au niveau de votre cible, de vraiment penser limite à acquérir votre cible avant même d'avoir fini le développement de votre site, parce que quand le site est prêt, montrer un site vide, c'est un petit peu compliqué. Vraiment, c'est un petit peu compliqué de vendre. C'est très conceptuel, c'est très conceptuel, et même encore aujourd'hui, même avec le site sous les yeux, il y en a certains où il faut vraiment que j'explique vraiment en détail ce qu'on fait. Donc c'est vraiment l'un des principaux, pas un problème, mais l'un des principaux obstacles pour l'instant de Valencia, c'est vraiment de rentrer cette base d'artisans, même si je sais, tu vois, que dès que j'aurai quelques dizaines de personnes, ça ira mieux. Et si je peux me permettre d'élargir, justement, parce que j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui, par l'intermédiaire d'artisans que j'ai rencontrés, j'ai eu le contact de Xavier, qui dirige donc les offices du tourisme des communes autour de chez moi. Je disais donc par rapport, j'ai eu des contacts avec l'office du tourisme intercommunal autour de chez moi. Et en fait, l'office du tourisme, ils organisent déjà des visites en fait. Donc c'est des visites qui sont gratuites et c'est pas limité aux artisans d'art, c'est pour le patrimoine, les artisans d'art, les artisans en général, tu vois, ça s'appelle les gens qui font de l'huile d'olive, du fromage. Ils font déjà ce genre de visites, mais ces visites, donc elles sont gratuites et limitées à quelques jours dans l'année. Donc en fait, je suis passé à l'office du tourisme aujourd'hui dans la journée. J'ai un petit peu parlé avec la personne à l'accueil et la responsable de l'office du tourisme, donc la vice-présidente, la collègue de Xavier qui gère ça, m'a rappelé pour que je détaille le projet. Elle a trouvé ça génial, enfin de l'impression que j'en ai eu au téléphone. Et elle m'a dit donc elle allait en parler avec Xavier ce soir. Mais ce qui pourrait être vraiment très cool, c'est que j'ai potentiellement réussi à faire un partenariat avec l'office du tourisme. Donc je peux potentiellement rentrer en une fois plusieurs dizaines, voire centaines, sans exagérer, de lieux et d'artisans en même temps, parce que vu que l'office du tourisme les a déjà convaincus de faire des visites, il suffirait qu'ils utilisent leurs canaux de communication pour en parler aux artisans, sachant que l'office du tourisme a plusieurs personnes dans chacun des villages qui sont dédiés à justement aller voir les artisans pour ça. Que si j'arrive à faire un partenariat avec l'office du tourisme, je pourrais disposer de leur réseau et de leurs compétences pour justement pouvoir rentrer en une fois plusieurs centaines de personnes. Et après, l'idée, c'est qu'une fois que tu l'as fait avec plusieurs offices du tourisme dans quelques villages, tu vas voir les communes d'à côté et tu leur dis, ils me font déjà confiance dans le village d'à côté, pourquoi pas vous? Et en fait, mon idée aussi, du coup, pour résoudre ce problème du cold start, c'est de nouer des partenariats, de trouver des organismes, des assos ou ce genre de choses. Je peux détailler un petit peu. Je suis un très grand fan de l'histoire et j'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale. Et je suis particulièrement fan de ce qu'on appelle la ligne Maginot. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, Maginot c'était un ministre de français des années 30 et qui a construit une ligne de défense qui allait des Ardennes jusqu'au sud de la France en passant par l'Italie. Donc en fait, ça consiste à des gigantesques bunkers dans la montagne avec des canons et des défenses. Et en fait, la majorité de ces ouvrages ont été abandonnés par l'armée. Et aujourd'hui, c'est des associations qui s'occupent de les préserver, donc d'organiser des visites et de les préserver. Et en fait,
c'est quasiment impossible de les visiter parce que c'est très dur de trouver les gens pour faire ça. Mais moi qui m'intéresse beaucoup, ça intéresse des dizaines de milliers de personnes en France. Et donc, Ouais. trouver des associations comme ça, des lieux ou des gens qui gèrent déjà des dizaines de lieux, ça pourrait permettre, en faisant des partenariats avec une seule asso ou un seul office de tourisme, de rentrer dizaines, voire des centaines de lieux en un coup, ce qui serait vraiment un vecteur et un levier assez colossal en fait. Donc je dirais, démarchage, se faire connaître, c'est vraiment la base des trucs. Faut vraiment pas, dans un projet comme ça, avoir peur de se montrer, de se bouger, de faire des journées de 12 heures par jour, de parler à des centaines de personnes. Mm. Je dirais même qu'en fait, c'est même la base en fait. C'est indispensable dans ce genre de projet, vraiment d'avoir la tchatch et de pas avoir peur de se montrer, de se prendre des portes closes et de taper à toutes les portes, hein, littéralement. Ouais. Là, il y a vraiment pas mal de choses que tu as dit qui sont hyper intéressantes. Je peux Je pense détailler que si tu veux sur certaines choses, hein. ouais, pas de souci. J'ai noté quelque chose. Déjà, je vais revenir sur certaines Mhm. choses et après on pourra détailler un petit peu. Alors la première chose, c'est vraiment attention au marketplace. Je sais qu'il y en a, même moi, le premier, j'ai voulu à un moment donné en lancer. Je sais que dans les solopreneurs, donc les personnes qui essayent de lancer des SaaS en solo sur Twitter et LinkedIn, ils sont attirés par les marketplaces, mais c'est un truc, comme tu l'as dit, qui est hyper énergivore, qui est beaucoup plus dur qu'un SaaS à réaliser. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, soyez sûr de vous et soyez un peu comme Guillaume, prêt à vraiment vous sacrifier dans ce projet-là. Tu peux pas lancer 3 marketplaces en parallèle comme on pourrait le faire avec des SaaS, tu vois, c'est pas possible. Donc vraiment attention à ça. Donc le problème du call de start, il y a un livre là-dessus. Vous tapez call de start sur internet, vous pourrez le trouver assez facilement. La deuxième chose, chose très intéressante que tu as Mhm. fait en fait, c'est que pour inscrire les artisans, tu as retiré un maximum de friction. C'est-à-dire que tu leur as simplifié le processus au maximum. Même moi, je l'ai vu. En fait, tu es allé prendre des photos directement chez les artisans dans leur atelier Bien sûr. et tu les as inscrits toi-même sur la plateforme. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé hyper stylé. Parce que moi, quand je suis allé voir la plateforme, j'ai vu les profils, je me suis dit, putain, ils sont trop jolis, quoi. Les photos sont réussies, etc. Ça donne envie. Donc, ça simplifie l'inscription et ça va augmenter ton taux de conversion par artisan. Et en plus, ça va te donner des hyper beaux profils qui vont t'aider à convaincre les prochains en fait à s'inscrire. Ils vont se dire ouais, c'est trop joli d'avoir ce profil là, j'ai envie d'être pareil. Exactement. Et si je peux même justement te détailler la complexité d'inscrire les artisans, le premier truc Ouais. à prendre en compte, c'est que les artisans en général, à part ceux qui sont jeunes, c'est des gens qui ne sont vraiment pas dans le numérique. Tu vois, à la limite, ils ont une page Mmh. Facebook. Et encore. Donc imagine quand il faut genre faire un long processus d'inscription, écrire des textes, prendre des photos et tout, pour eux, c'en est limite insurmontable. Donc pour régler ces Mmh. problèmes, j'ai mis en place plusieurs solutions. La première solution, c'est que j'ai construit un guide d'inscription. Donc en fait, c'est un document d'une quinzaine de pages qui est extrêmement détaillé, qui les guide par la main, c'est-à-dire ça les prend par la main du moment où ils arrivent sur la homepage du site au moment où ils cliquent sur valider la demande d'inscription. Je leur montre des exemples de profils, comment écrire leur description, je leur donne des conseils, vraiment, c'est littéralement un manuel tutoriel complet pour Mmh. s'inscrire. Donc ça, c'est au cas où, tu vois, je dois inscrire des artisans qui soient très loin de chez moi et que je puisse pas me déplacer. Mais pour inscrire un artisan, en général, le process, c'est que d'abord, il y a un premier contact, donc soit je passe le voir directement, soit je les appelle, mais je privilégie quand même le contact direct. Je passe les Ouais. voir pour leur détailler le projet, je les laisse réfléchir, en général, ils prennent contact avec moi une semaine après, et ils me disent, bah tiens, repassez nous voir, on va s'inscrire sur votre site. Et en fait, pour Mmh. l'inscription, en général, ça prend vraiment 3, 4, 5 heures, voire une journée entière, parce que moi, j'adore écrire, j'adore prendre des photos, et vraiment, j'ai envie que les artisans, ils aient vraiment le meilleur profil possible. Donc vraiment, on peut passer des heures entières à prendre les photos, refaire les photos, écrire les textes, parce qu'il n'y a pas que moi, c'est les artisans eux-mêmes, ils veulent le Mmh. truc le plus qualitatif. Donc moi, vraiment, dans l'offre que je propose, c'est que la solution, elle est entièrement gratuite pour les artisans et les trésors du patrimoine. Je leur demande de rien payer. Et pour l'inscription, vraiment, je peux me déplacer, passer même 2 jours entiers avec eux, toute la journée de Mmh. 8h à 17h, pour leur faire les photos, les inscrire. Les textes que j'ai écrits et les photos qu'on a fait, qu'on n'a pas utilisées, ils peuvent les garder. Vraiment, moi, vraiment, j'offre de mon temps et de ma personne gratuitement aux artisans et aux trésors du patrimoine. Et je pense aussi que, comme tu l'as dit, c'est indispensable parce que pour réduire les frictions, si j'arrive, et moi je dirais, je les prends par la main, vraiment, je les Mmh. accompagne et je les guide, vraiment, ils sont très contents, ils sont très contents. Et vraiment, Mmh. quand on termine la journée d'inscription et que je leur dis, regardez, je valide votre profil, regardez à quoi ça ressemble, quand ils voient leur profil sur le site, je vois la lumière briller dans leurs yeux, vraiment, ils se disent, waouh, Mmh. c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc vraiment, j'y mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour inscrire les artisans et les lieux, vraiment. J'y donne de mon temps et de ma personne. Ouais. Mmh. Bah, ça se voit, c'est réussi hein, les profils moi que j'ai vu pour l'instant sur Lensia.art, ils sont très très jolis. Ouais, justement, c'est un truc que tu fais très bien. C'est-à-dire que pour l'instant, le problème du cold start, c'est que les artisans, ils n'ont pas envie d'investir trop de temps et d'énergie sur un truc pour l'instant où ils peuvent pas vraiment voir les résultats, l'argent que ça Exactement. va leur régénérer. Donc, tu arrives et tu leur dis non, non, vous inquiétez pas, je fais tout et vous allez être content parce que vous allez voir un super beau profil. Donc, normalement, ils ont de grandes chances d'accepter, quoi. Bien sûr. Tu as un peu créé une offre irrésistible pour les artisans, pour les inscrire.
Peut-être le défaut de ça, c'est que pour l'instant, ça prend énormément de temps par artisan et que donc pour le scaler sur un grand nombre d'artisans, ça va te demander en fait de juste travailler beaucoup plus et d'investir beaucoup de temps. Alors après, également, en fait, tu vois, si j'avais eu des centaines de milliers d'euros et beaucoup d'argent dès le début, j'aurais clairement pu prendre des commerciaux chevronnés, des gens qui soient capables de me vendre le projet, je les aurais briefés, et c'est en fait eux qui allaient voir les artisans, qui les auraient inscrits. Et en fait, c'est ce que j'aimerais faire par la suite, tu vois, d'avoir des gens Ouais. qui portent aussi bien le projet que je le porte, qui soient investis là-dedans, et en fait, qui puissent directement aller voir les artisans et les inscrire. Mais ce que je me dis, c'est que l'idée, c'est que là, je vais peut-être avoir beaucoup de travail pour inscrire plusieurs dizaines, voire centaines d'artisans. Mais c'est pas vraiment un problème parce que je me dis, une fois que j'en aurai inscrit quelques dizaines, quelques centaines, et les autres artisans, parce qu'il faut savoir que dans les milieux artisanaux, tout le monde se connaît, il y a des syndicats, ils se Mm. retrouvent dans les foires. Donc quand j'en aurai inscrit quelques dizaines, quelques centaines, le mot va très vite passer. Ils vont se retrouver Ouais. dans les salons, ils vont dire, tiens, bah, regarde mon profil sur Valencia. Enfin, j'imagine, hein, ils vont dire, tiens, regarde mon profil sur Valencia. Il y a un gars qui est venu nous montrer ça, c'est super et tout. Une fois que les autres artisans verront le profil sur Valencia, je pense qu'ils se diront que c'est pas si insurmontable que ça de le faire, sachant qu'en plus, une fois que tu as des centaines de profils pour donner exemple des photos, pour donner exemple des textes, c'est pas si insurmontable que ça, sachant que bah, on a fait et tu as fait un super travail pour la partie inscription qui est vraiment bah, super cool et super intuitif vraiment pour les artisans. Donc après, comme je t'ai dit, comme eux, ils sont vraiment pas dans le numérique, tu vois, limite, même une page Facebook, c'est déjà beaucoup, mais on Mais arrive à s'en sortir, vraiment, on arrive à s'en sortir. Et j'ai des artisans de leur côté qui se sont inscrits bah, sans avoir besoin de mon aide. Sachant qu'en plus, une fois qu'ils sont inscrits, je retourne les voir pour leur expliquer comment marche leur dashboard pour gérer les expériences. Et en plus de ouais. ça, je leur ai préparé un petit guide d'une dizaine de pages qui leur explique Mm. vraiment de A à Z un mode d'emploi, qui leur dit vraiment si vous cliquez là, vous faites ça, ça sert à ça, vraiment. Même si je ne suis pas là, ils ont un mode d'emploi que je leur recommande d'imprimer et de mettre à côté de leur ordi. Comme ça, s'ils ont besoin, ils ont tout. Et moi, bien évidemment, je suis disponible pour revenir les voir. Mais vraiment, j'ai réfléchi vraiment bah, à cette idée de comment bah, les gens qui ne sont pas en numérique, comment je pouvais les accompagner en donnant de ma personne, en leur préparant des guides, en les accompagnant, en préparant des brochures, des fleurs. Vraiment, j'essaie de faire de les prendre par la main. Vraiment, c'est vraiment le terme que j'aime utiliser, mais c'est vraiment prendre les gens par la main et les accompagner au maximum. Écoute, ça, je trouve que tu l'as très très bien fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai un peu aussi ce même problème-là sur un SaaS qui parle aussi aux artisans français. Alors Mhm, attention, moi, c'est pas aux artisans d'art, c'est genre aux couvreurs, aux bien peintres en sûr. bâtiment, Dans la etc. globalité, ouais. C'est ça. Et pareil, j'ai un produit un peu technique, donc un SaaS, et ça demande de savoir s'utiliser un ordi, mais la plupart, moi j'ai fait genre des centaines d'appels, tu vois, un peu comme toi, j'ai appelé les artisans au téléphone comme ça, et je leur disais, voilà, c'est ça mon produit, blablabla. Et ils me disaient, bah, en vrai, ça a l'air bien, mais fais-le pour moi. Je ne veux pas aller, genre, ils ont pas d'ordi, en fait, littéralement. Ils ont un téléphone, Ouais. ça, souvent, mais ils ont même pas d'ordi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire pour eux, et ils vont avoir du mal à aller sur leur dashboard s'il n'est pas accessible sur téléphone. Donc c'est important aussi qu'il y ait une partie responsive, etc. Bien sûr. Donc ouais, ça, je comprends tout à fait ce problème. C'est vrai que on est en plus, toi, tu es sur le problème du cold start, donc premier souci, et en plus tu es sur une niche compliquée parce que c'est des gens qui sont pas du tout tech et ils ont même pas d'ordinateur quoi souvent. En fait, ce qui sera vraiment bien par la suite, que je pourrais présenter, ce sera autant pour les investisseurs que pour les futurs artisans. Quand j'aurai déjà commencé à organiser des expériences, ce que j'aimerais bien, c'est me rendre sur place avec l'accord des visiteurs et des Mhm. artisans pour prendre des photos et plus tard avoir justement des statistiques sur bah, le nombre de visites, combien ça rapporte, des moyennes et tout, pour justement pouvoir fabriquer une sorte de dossier de presse, en fait, qui puisse servir Mhm. pour les médias, pour les investisseurs ou pour n'importe qui aurait envie en détail de comprendre le fonctionnement de Valencia, de qu'est-ce qu'on apporte aux artisans et avec des chiffres et des résultats concrets de encore plus réussir à convaincre les gens. Vraiment. Ouais, hyper intéressant. Ouais. En fait, t'irais chercher le maximum que tu peux. Chaque expérience, tu t'en servirais pardon, comme une social proof de malade en prenant des photos en direct. Il n'y a rien En de fait, plus puissant quoi. ce que je vais faire par la suite, c'est dans mes idées un petit peu de développement. La première idée, ce serait d'avoir des groupes de gens. Je te donne un exemple tout bête. À partir de septembre, c'est la rentrée des classes. Et tu vois, comme j'habite dans la campagne, un petit peu tout le monde se connaît. Donc c'est très simple Mhm. de rencontrer bah, les directeurs des écoles, les directeurs du collège, les directeurs du lycée. Et en fait, mon idée, l'argument, tu vois, là, je vais te le dire comme ça, mais en fait, pour avoir été à ces écoles-là, à ces collèges ou quoi, ça Ouais. fait 15 ans qu'ils font les mêmes sorties, tu vois. On va aux mêmes Mhm. endroits, voir les mêmes personnes. Mon idée, ce serait d'arriver et de leur dire, bah écoutez, au lieu d'emmener les gamins à Aqualand, vous voudriez pas les emmener dans le village, découvrir le ferronnier, le verrier ou bah, le domaine bah, viticole, bon pas pour les enfants, hein, mais de découvrir vraiment bah, l'artisanat et les produits locaux et en fait de pouvoir bah, inspirer les élèves, inspirer les jeunes générations et leur permettre de découvrir des choses qu'ils ne voient jamais. Et donc l'autre avantage, c'est qu'en fait, ça permettrait, en ramenant des groupes, pour les artisans de pouvoir leur rapporter des revenus de plusieurs quasiment bah, centaines d'euros en quelques heures, en une seule journée en fait. Et en fait, mon idée, c'est que si j'arrive justement à faire ce genre de choses, c'est-à-dire bah, faire des contrats pour amener des groupes entiers de gens, si je fais ça avec quelques artisans et qu'en fait le mot se passe qu'en vrai avec Valencia vous ramène une personne comme 20 personnes pour découvrir ce que vous faites et que vous pouvez gagner entre 10 et 500 euros en une seule journée, je pense que l'inscription
ils auront aucun problème à la faire. Je joue un petit peu là-dessus, tu vois. L'idée, c'est que mes meilleurs commerciaux en soi, bah, c'est mes artisans et mes lieux. C'est eux qui vont vendre le projet après aux gens qui connaissent. Donc, c'est un petit peu dans mes idées après, à partir de septembre, d'essayer bah, de démarcher écoles, maisons de retraite, associations, tout, comité d'entreprise même, tu vois. Tous les gens qui ont des groupes pour ramener directement des dizaines de personnes aux artisans et en fait leur permettre vraiment bah, de leur ramener des revenus supplémentaires. Parce que si je peux terminer là-dessus, Vas-y, vas-y. dans, dans ma... à Paris, tu vois, les artisans, ils ont jamais de problème pour le travail. Il y a tout le temps du monde. Ouais. Dans ma campagne et dans les petits villages, l'été, ça déborde de touristes. Il y a des touristes de partout en Europe, il y a de l'argent à Oui. foison, il n'y a aucun problème. L'hiver, c'est mort. Mais quand je te dis c'est mort, c'est que c'est vraiment très très creux. Donc l'avantage aussi de Valencia, c'est que ça permet aux artisans et aux lieux qui ont des moments de creux dans l'hiver, par exemple, bah, de monétiser justement bah, ce temps-là. Et ça peut leur permettre de gagner des clients, de faire connaître leur travail, mais surtout, comme je l'ai dit, d'inspirer les gens et de permettre de découvrir, bah, de faire découvrir leur vocation et leur univers au plus grand nombre. Ouais, bah, hyper intéressant. Et un truc qui va être cool par la suite, c'est qu'en fait, les artisans, ce sera les premiers commerciaux de la plateforme Bien sûr, parce qu'ils vont vouloir faire de l'argent justement avec les expériences, etc. Et c'est eux qui vont aller parler aux gens autour d'eux, etc. Venez prendre une expérience, j'ai la plateforme en plus, c'est tout qui est fait pour, etc. Donc ça va faire effet boule de neige. Dès qu'il y aura beaucoup d'artisans, ça peut vraiment, en plus avec comme tu l'as dit, quoi, ils vont en parler entre eux et ça va se faire connaître petit à petit. C'est le début en fait avec le cold start qui est vraiment le plus dur. mais l'autre avantage aussi que j'ai justement bah, avec l'artisanat d'art et le patrimoine, c'est que bah, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais justement d'artisans au sens plus large du terme. Mais c'est un milieu qui a beaucoup des artisans en France, il y a quand même beaucoup de monde. L'avantage de l'artisanat d'art, c'est que les artisans, ils se retrouvent. J'avais posé la question dans mon étude de marché sur les centaines de personnes à qui j'ai parlé d'artisans. L'intégralité des artisans, ils font au moins un, voire plusieurs salons et foires par mois. Mhm. Regroupement avec les autres artisans. Les syndicats artisanaux, la chambre des métiers organisent des conférences. Donc en fait, j'ai envie de te dire que presque tous les artisans de France se connaissent indirectement, tu vois. Ouais. Donc l'avantage aussi, c'est qu'une fois que Valencia aura un petit peu prouvé la valeur ajoutée qu'on peut apporter, le mot va se passer assez rapidement et je pense qu'il n'y aura pas de problème pour les artisans, enfin je pense, ou les lieux de faire l'inscription, puisque quand ils verront bah, que leurs amis artisans, ils ont réussi à faire l'inscription et que ça leur apporte une vraie plus-value, je pense qu'ils prendront le coup d'essayer, sachant que comme je l'ai dit et je le redis encore une fois, c'est entièrement gratuit pour les artisans et trésors du patrimoine, c'est le public qui les rémunère justement en payant. Donc ils peuvent essayer, ça leur coûte rien, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est un milieu hyper communautaire. Tout le monde Exactement. se connaît. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'il n'y a même pas des groupes Facebook qui regrouperaient énormément de gens, justement, où tu pourrais parler de la plateforme simplement, peut-être par exemple en scrapant la liste des personnes du groupe et en leur envoyant un message ou ce genre de choses, peut-être tu y as déjà pensé. Ah, il y en a, il y a des groupes, il y a des groupes d'artisans d'art, il y a aussi des groupes de passionnés, et ça pourrait marcher pour les deux. Tu vois, par exemple, des groupes de passionnés de l'artisanat, leur présenter Valencia comme une solution pour qu'ils puissent approfondir leurs connaissances. Et il y a des groupes justement qui regroupent des artisans, vraiment, ça existe, hein. Et surtout, comme je te l'ai dit, au vu de la moyenne d'âge des artisans, on est plus dans les 50, 60 ans, c'est plus le public qui utilise en général Facebook. Donc on a une présence Ouais. sur Facebook, mais justement, les groupes et ce côté communautaire, c'est vraiment génial dans l'artisanat, parce que bah, les gens, ils sont toujours à l'affût des nouvelles opportunités, des nouvelles idées. Donc Valencia, comme je considère que c'est un petit peu une idée un petit peu novatrice, tu vois, on arrive vraiment avec une proposition de valeur, ça pourrait vraiment être très intéressant. Et comme je t'ai dit, je me ferme aucune porte, ça peut très bien avec un groupe Facebook, comme au tout début de Valencia, j'étais tombé sur un rapport du ministère de l'économie qui s'appelait métier de la main, stratégie pour les métiers d'art. Et en fait, c'est le gouvernement qui faisait état un petit peu bah, des métiers d'art en France, tu vois. Et en fait, ce rapport avait été publié par le ministère de l'économie, mais il n'était pas signé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le ministère de l'économie, je leur ai dit bonjour, est-ce que vous pourriez pas me donner le nom et le contact des gens qui ont écrit ce rapport? Et j'ai réussi, tout simplement au Ouais. standard, à avoir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail des gens qui ont écrit ce rapport et des gens qui sont chargés au ministère de l'économie des métiers d'art. Mhm. Et j'ai fait la même opération avec le ministère de la Culture et je l'ai aussi fait avec le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation pour choper en fait dans les ministères et au gouvernement tous les gens qui peuvent m'aider. Et donc j'ai un petit bloc-notes qui regroupe tous ces gens-là, donc je les ai pas encore appelés, mais quand Valencia sera un petit peu plus force de proposition, je ressors mon téléphone et je les appelle et je leur dis salut, Valencia, tout ça, vous voulez pas on se rencontre? Vraiment, j'ai aucun Mhm. problème à faire ça, hein. Et pour le dire aux gens, hein, vraiment, vous pouvez appeler les standards des ministères, c'est super simple d'avoir des trucs, hein. Vraiment, les mecs, le mec il m'a donné ça sans hésiter. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est vraiment autant que ce soit un groupe Facebook que les ministères français, faut vraiment se fermer aucune porte, aucune, aucune, aucune. Totalement. Toi, ça se voit que tu te bouges et ça, c'est clairement, je pense que ça va inspirer pas mal de gens. Les gars, si vous bougez à fond, il y a plein de trucs qui vont se débloquer, d'opportunités qui vont se créer. Donc, franchement, voilà, des fois, il faut envoyer des grosses journées. Je pense que c'est ce que tu dois faire beaucoup. Tu dois vraiment te déchirer. Bah, en vrai, il y a des petits moments de battement, mais la plupart du temps, en général, c'est du 7 jours sur 7.
Ouais. Et la plupart du temps, c'est de 9h du matin jusqu'à 19, 20h, 21h. Par exemple, pour élargir, récemment, j'ai refait appel à toi pour la version 1.1 de Valencia pour des petites corrections et de bugs, Ouais. pour ajouter des petits trucs en plus. Et en fait, pour pouvoir économiser à mon échelle, vu qu'on est une startup, je me suis mis, grâce à l'IA, à essayer d'apprendre un petit peu le code, en fait, pour justement pouvoir, moi, faire les modifications et que tu aies juste à les implémenter. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait des journées de 16 heures pendant une semaine et demie. Genre tous les jours, tous Ok. les jours, tous les jours. Donc en fait, ça dépend vraiment des périodes, mais il y a vraiment des périodes où je dors pas beaucoup. J'ai envie de te dire, quand tu lances une startup, encore plus quand tu es tout seul, pour un truc aussi ambitieux, faut pas compter ses heures, hein. Vraiment, faut pas compter ses heures, il faut y aller à fond, à fond, à fond. La motivation, de toute façon, c'est le levier principal du truc, hein. Il faut être motivé et porter son projet avec passion et envie. J'appellerais ça pour ce podcast l'esprit garage. L'esprit Un peu garage, ouais, Les Steve Jobs, des machins comme ça. 20 heures, ça dort 4 heures, ça travaille 20 heures et ça donne bien tout pour le sûr. projet. Et à un moment donné, ça explose. Bien sûr, c'est C'est limite, hyper il faut inspirant. presque mettre sa vie personnelle de côté, tu vois. Ouais, ouais, Mais totalement. là, l'avantage, c'est que je suis, avant, j'étais à Paris, tu vois, et depuis que j'ai fini mes Mm. études, je suis parti me réinstaller chez mes parents. Et Ouais. donc, l'avantage, c'est que je suis quand même chez mes parents, je suis dans le sud de la Mm. France, j'ai un jardin, tu vois. Donc, en termes de cadre de travail, c'est quand même assez agréable parce que quand je Mm. travaillais dans mon 10 mètres carrés à Paris avec les voisins qui font du bruit H24, c'est pas aussi agréable que quand là, je suis dans une maison, j'ai mon jardin, j'ai mes chats qui viennent me voir, tu vois. C'est très important aussi le cadre de travail, hein. Ça, faut vraiment pas le négliger. Le cadre de Ouais. travail, c'est vraiment très important pour réussir un projet, d'être bien entouré et d'être dans un bon cadre de Mm. travail. À ne vraiment pas négliger. Parce que le burn-out, il peut arriver, hein. Ça, franchement, assez rapidement si on se néglige, hein. Totalement, ouais. Hyper intéressant. Ah, t'as vraiment donné plein de trucs. Et puis même le Merci. projet, je pense que les gens ils vont s'attacher aussi avec tout ce que tu as raconté dessus. Par la suite, les gars, on va aussi parler de la partie Ulule qui va être très intéressant à voir ensemble. Et j'avais noté autre chose aussi de très intéressant pour la partie marketing. Donc, tu avais tenté Ulule Ouais, et aussi ouais, le côté essayer de contacter des investisseurs, etc. On va voir ça juste ouais, après. Ouais, je voulais revenir aussi parce qu'on a un peu la même stratégie, le même changement de cap qui s'est opéré. En fait, tu es passé d'un système où tu allais contacter artisan par artisan à un truc où tu essayes de faire de toucher plus de monde d'un coup. c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le B2B2B ou B2B2C plutôt que B2B ou B2C, c'est-à-dire business to business to business ou business to customer. Et ça te permet, comme moi je le fais avec mon SaaS, de toucher plein de gens d'un coup. Et pour faire le lien rapidement, moi avec mon SaaS, ce qui s'est passé, c'est que de base, j'appelais donc les artisans un à un. Donc je faisais des centaines d'appels par jour. C'était énergivore, ça prenait beaucoup de temps. En fait, par exemple, si moi je ramène un client à LTV, donc la long time value d'un client, c'est à peu près 400 euros. Donc c'est assez léger pour le temps que j'investissais. Et donc ce que je me suis dit, c'est plutôt de contacter les artisans, je vais contacter les gens qui vendent directement aux artisans. Donc maintenant, on n'essaie plus de vendre aux artisans directement, mais aux agences qui, eux, vont vendre à des groupes d'artisans. Ce qui fait qu'au lieu de vendre à un artisan et on va gagner 400 euros, on vend à une agence qui va nous rapporter voilà, beaucoup plus, quoi, 5, voire 10 fois plus. Et c'est aussi un peu ce que tu essayes de mettre en place en contactant, que ça soit, alors, comment ça s'appelle déjà? L'office du tourisme, L'office du tourisme, les voilà offices du tourisme, exactement, bien sûr. ou les écoles qui font les mêmes visites depuis 15 ans. Ouais. Tu essayes en fait de faire du gros d'un coup et ça va te permettre d'économiser du temps et d'avoir plus de résultats. Bien sûr, c'est justement ça. C'est comme mon temps est limité, c'est vrai qu'appeler les personnes une par une, c'est pas terrible pour les Mm. résultats. Et par exemple, ça rejoint un peu par rapport à ce que tu dis, tu vois. Pour moi, les artisans, je peux contacter les offices du tourisme, mais mieux que ça, il y a un syndicat pour littéralement chacun des corps de métiers d'art en Mm. France. Et en général, les syndicats, ils ont un bureau dans chaque département ou région, tu vois, où il y a la chambre des métiers. Donc en fait, maintenant, je privilégie justement de contacter plutôt des Mm. organismes, des assos, des syndicats ou quoi. Quand un appel, potentiellement, je peux rentrer plusieurs dizaines, centaines, voire même milliers de gens, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça maintenant que je priorise et c'est vraiment la meilleure méthode à faire parce que du coup, ces gens-là, par exemple, les syndicats ou les gens qui sont déjà établis, ils ont déjà toute leur stratégie de distribution, toute leur stratégie de communication, leurs canaux de communication. Et en fait, Mm. s'ils acceptent de faire un partenariat ou de t'aider, avec leurs canaux qui sont en place et surtout leurs crédits, puisqu'ils sont là depuis des années, ça peut permettre d'être un énorme levier, hein, sans exagérer, un énorme tremplin pour se développer. Totalement, ouais. Franchement, le learning, moi, que j'aurais à donner aux gens là-dessus, c'est que c'est bien de travailler énormément, d'envoyer des journées de 12 heures, mais c'est encore plus important de travailler intelligemment et des fois de se remettre en question, de réfléchir vraiment à la meilleure méthode et pas juste de mécaniquement se dire ouais, ça y est, je travaille 12 heures par jour, donc ça va réussir, alors que tu t'essayes pas de te remettre en question, t'essayes pas de réfléchir. Typiquement, je Tu prends vois, l'exemple, un gars dans un bureau qui travaille 12 heures par jour, il travaille pour quelqu'un, il produit pas énormément de valeur, mais quelqu'un qui va travailler 12 heures par jour
avec les bonnes méthodes et avec une réflexion, ça va apporter 1000 fois plus de valeur. Bien sûr, c'est indispensable. Juste pour élargir un petit peu, pour donner un exemple par rapport à ce que tu dis, que par exemple la Corée du Sud, c'est l'un des pays où les gens travaillent le plus. Ils font des semaines de 70, 80, 90 heures. Limite, ils dorment au bureau. Mais c'est pas parce que c'est les gens dans le monde qui travaillent le plus que c'est les plus productifs en fait. C'est limite exactement ce que tu dis, du travail bête en fait. C'est juste bosser 12 heures pour avoir bossé 12 heures et se dire j'ai travaillé longtemps. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est travailler intelligemment et bien répartir son temps, quitte à en faire moins, mais en faire mieux. Et c'est ça vraiment le plus important. Totalement, ouais. C'est intéressant ce que tu dis et c'est un peu le piège souvent dans lequel tombe l'entrepreneur. C'est se dire, ok, je vais faire comme Yomi Denzel ou comme les gros influenceurs comme ça. Il faut que je me lève à 4 heures, que je prenne ma douche froide et que j'envoie 12 heures dans la journée. C'est pas forcément mauvais, mais attention à le faire intelligemment et à pas juste faire un truc random et t'épuiser pour rien, quoi. Mais surtout il faut pas négliger certaines choses parce que justement, le fait de se lever à 4 heures du matin, faire des journées de 12 heures, on peut en arriver très vite à négliger sa vie sociale, à négliger son alimentation, négliger sa santé. Et je pense que c'est un bon équilibre entre tout, tu vois, un bon équilibre du travail, un bon équilibre de la santé, un bon équilibre des relations sociales aussi, c'est très important parce que passer des semaines enfermé tout seul devant un ordinateur, c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Donc vraiment, il faut trouver un très bon équilibre, un très bon équilibre dans tout ça. Mais en vrai, j'ai envie de te dire que c'est un travail d'apprentissage parce que bah, en soi, moi, sur beaucoup de choses, et je vais te le développer après, tu vois, pour l'histoire des investisseurs, le financement participatif, ou même, c'est les réseaux sociaux, la communication paid, le développement, tout ce que tu veux. Moi, je suis très autodidacte, tu vois, j'ai eu une formation, j'ai appris des choses, mais quand j'ai envie de me lancer sur un truc, et surtout par rapport à l'entrepreneuriat, j'essaie vraiment de me former au maximum. Et maintenant, en vrai, je lis beaucoup de livres, tu vois, et maintenant, avec l'intelligence artificielle, bah, c'est incroyable, tu vois, je peux synthétiser des rapports entiers, des livres entiers, par exemple, des livres entiers sur des sujets de 800 pages, je les donne à l'IA, et en fait, je peux vraiment, genre, apprendre tellement de connaissances en un temps très court. Et pour moi, dans mon projet, ça m'aide énormément, ça m'aide vraiment énormément. D'accord, je suis totalement d'accord là-dessus. Moi aussi, ça m'aide beaucoup. Franchement, là, c'est hyper intéressant. On pourrait continuer, je pense, faire ce Bien podcast sûr. 4 heures, mais on va essayer d'avancer sur les autres sujets hyper importants que j'avais envie d'aborder Tu avant voulais que je qu'on parle de arrive à la la fin. campagne participative? C'est ça exactement. Est-ce que Alors, tu peux, parce que là, du coup, on est à la fin du développement, tu as lancé un petit peu quelques petites stratégies marketing, tu vas inscrire directement par toi-même les artisans, mais tu as aussi eu cette idée de campagne participative. Je te laisse me dire un peu c'était quoi bah l'idée, à alors, quel moment ça s'est produit. tout à l'heure, je t'ai un petit peu dit des bêtises. Je t'ai dit que pendant que tu faisais le développement, je travaillais sur Mm. mon jury. Mais en fait, je travaillais sur mon jury. Mais en Mm. parallèle, je travaillais aussi sur la campagne de financement participatif que j'ai Ouais, lancée à peu près au moment où on a commencé à travailler ensemble. J'ai mis pour une durée ouais. de 45 jours. Et en fait, la campagne, en gros, la manière dont j'ai procédé, c'est que j'ai fait la page Ulule et j'ai fait appel à Jérémy qui m'a aidé pour le paid media pour Alors, justement. pour expliquer rapidement Ulule, donc c'est une plateforme, vas-y, je te laisse expliquer, Alors en tu vas fait, connaître Ulule, mieux que c'est moi. une plateforme où les gens peuvent Mm. déposer un projet. Donc bien Ouais, évidemment, c'est pas n'importe qui ne peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut être une association ou une entreprise. Il y a des très grosses vérifications de la part d'Ulule en amont pour vérifier où va l'argent parce que des fois on parle de très grosses sommes. Et donc en fait, ouais. vous pouvez déposer un projet et demander en fait bah, aux gens en fait de vous financer. Et vous pouvez Mm. leur offrir des contreparties. C'est la plupart du temps c'est ce que les gens font. Vous offrez des Ouais. comptes de contreparties aux gens. J'ai un exemple par exemple, tu veux faire financer une BD ou un film, bah, tu vas offrir des Mm. places pour l'avant-première, tu vas offrir des goodies, des Mm. rencontres, ce genre de choses. Et le financement participatif peut être un très gros vecteur pour des lancements de projets. Et il y a des entreprises qui se sont lancées justement avec le financement participatif. Ou dans le jeu vidéo aussi, c'est pas mal utilisé pour développer et faire appel à la communauté. Et si je peux venir du coup à moi, ce que j'ai fait par rapport à la campagne, j'ai créé la campagne Ulule, mais j'ai fait plusieurs erreurs que justement je peux dire pour les gens pour ne pas qu'ils les fassent. Hyper intéressant. Alors, première erreur que j'ai faite au niveau des contreparties. Ma première idée, ça aurait été, tu vois, de contacter des artisans, donc plutôt des manufactures, mais des artisans d'art, et de leur dire, les Mm. gars, j'ai envie de monter ce projet et j'ai envie d'offrir des contreparties aux gens qui vont nous financer. Est-ce que vous voulez bien associer votre nom à ce projet? On vous met en avant. Vous me faites un petit prix, un prix préférentiel sur vos créations. Tu sais, ça aurait pu être Mm. des sacs, des stylos, mais des trucs artisanaux faits main en France. Et en fait, mon idée Ouais. aurait été de faire des partenariats avec les artisans pour un peu se faire connaître et d'offrir aux gens en contrepartie du financement de Valencia, bah, des objets artisanaux et des choses concrètes en fait. Le Ouais. problème, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas fait par manque de temps et par la complexité que ça aurait représenté. Et ça aurait aussi, autre problème, fait monter le budget global de ce que je demandais pour la campagne, parce que j'aurais dû demander Mm. beaucoup plus pour financer les contreparties, sachant que sur une campagne Ulule, Ulule prend 8%. Ça va de 8 à Ouais. 20% selon les sites de financement. Et Ok. l'État viendra te raqueter 30% après. Donc voilà, c'est des trucs. Ah oui, Ah c'est oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est des trucs à prendre en compte. Et en fait, première erreur que ils j'ai en pas ont pas fait, une l'État, hein. ouais, ils en loupent pas une. Et du coup, la première erreur que j'ai fait, c'est ça, c'est que j'ai pas proposé de contrepartie, tu vois. J'ai proposé juste des contreparties entre guillemets symboliques. Donc ça, c'est la première erreur. Ouais. Deuxième erreur que j'ai fait, je n'ai pas, tu sais, j'aurais pu faire une vidéo où je me montre avec mon associé, on montre Valencia, on explique et tout. Oui, J'ai pas mis de c'était visage sur important. le projet. Ça, Ouais. si vous faites un Mm. financement, mettez un visage sur le projet. C'est indispensable parce qu'en fait, les gens, c'était trop conceptuel ce que je leur proposais. Il n'y avait pas de Mm. contrepartie, il n'y avait pas de visage sur le projet. Et je pense que
au vu de ma clientèle qui était plutôt les gens dans la 40, 50, soixantaine, Mm. eux, ils ont besoin de se rassurer, le côté humain. Et les deux erreurs que j'ai faites, c'est au niveau des contreparties et surtout au niveau de m'associer, d'associer mon visage et celui de mon associé sur ce projet. Est-ce que ouais, il aurait pas fallu limite aller voir les artisans, prendre des vidéos comme tu l'as fait, des Si photos, des endroits en fait avant pour justement présenter le côté plutôt humain du projet? il aurait fallu, mais en fait, j'étais extrêmement, extrêmement, extrêmement occupé au vu de mon alternance et Ouais. de mon école. Et en fait, c'est que je pouvais pas m'investir si j'avais que ça à faire à 100% du temps en fait. Et comme j'avais beaucoup trop de trucs à gérer, j'ai dû faire l'impasse sur certaines choses. Mais tu vois, la campagne Ulule aura permis une certaine chose. On a fait Mhm. de la com sur Facebook et Instagram pour faire connaître le projet. Donc j'ai créé des visuels, des vidéos, et j'ai fait appel à Jérémy, donc qui est un social media manager, pour Ok. diffuser les ads sur les réseaux, de Mhm. manière payante. Donc, pour donner un petit peu des chiffres, on a investi un budget d'environ 1000 euros, un peu plus de 1000 euros, 1200 euros, et Ok. ça a permis de diffuser donc les publicités. Il y a eu environ un peu plus d'1 million d'impressions qui ont été faites, Mhm. et les gens ont vu en moyenne la publicité 2 fois. C'est-à-dire qu'en vrai, j'ai touché à peu près 500 000 utilisateurs uniques en France par rapport à Ouais. ça, et en moyenne, ils ont vu la publicité sur Valencia 2 fois. Ça m'a permis de gagner une centaine d'abonnés un peu plus sur Facebook. Et au niveau des Mhm. stats Ulule même, sur les à peu près 500 000 personnes qui ont vu la campagne, il y en a environ 20 à 30 000 qui ont cliqué. Parce qu'il y a environ 20 à 30 000 visites qu'il y a eu Ah, sur ma page Ulule. c'était quoi le CTA de la pub? C'était en gros d'aller participer à la campagne Ulule, quoi, Oh, de c'est donner ça. de l'argent En pour gros, Ulule. l'idée, c'était en gros soutenez une initiative pour les métiers d'art, soutenez un Ouais. projet pour valoriser les métiers d'art. Mais le problème, c'est que c'était beaucoup trop, comme je t'ai dit, conceptuel, pas de visage sur le Mhm. projet, pas de contrepartie. Mais l'avantage que ça aura eu, même si ça n'aura pas marché, tu vois, j'ai réussi à récolter. J'avais demandé 30 000 euros, et j'ai réussi à récolter 300 euros, tu vois. Donc c'est très maigre, hein, c'est vraiment très maigre. Mhm. Mais ça m'aura au moins appris, justement par rapport à ça, si je vais faire une campagne, les contreparties, associer mon visage au projet. Mais ça Ouais. aura surtout permis, en fait, de faire connaître le mot Valencia, le nom Valencia à quand même pas mal de gens. Parce que Mhm. par rapport, tu vois, à la pub à la télé, quand tu vois une pub, par exemple, je sais pas, pour du Nutella à la télé, c'est pas là pour te donner envie d'acheter le Nutella sur l'instant. C'est quand tu seras au magasin, vu que tu Mhm. auras vu la pub plusieurs fois, tu te diras, tiens, pâte à tartiner, Nutella. Et c'est exactement ça, en fait, le principe. C'est que même si ça n'a pas marché pour faire financer Valencia, ça a permis un petit peu de diffuser le nom Valencia. Et comme je t'ai dit, j'ai eu à peu près 500 000 visiteurs uniques sur Facebook et Instagram, 1 million d'impressions, 30 000 visiteurs sur la page de la campagne. Donc, Mhm. même si ça m'a coûté un petit millier d'euros, c'était intéressant d'essayer parce qu'aussi le truc c'est que si j'avais pas investi cet argent, j'avais pas essayé, je serais resté sur l'idée de tiens, est-ce qu'un financement participatif aurait pu marcher? Donc Bien sûr. maintenant, j'ai appris de mes erreurs, tu vois, j'ai Mhm. appris si je devais le refaire. Et là, pour les gens qui nous écoutent, si ça peut, je peux vous donner des conseils, je vous le répète, Mhm. prévoyez bien des contreparties qui soient cohérentes avec ce que vous voulez offrir et surtout associez votre visage au projet. C'est très important. Donnez une âme à votre projet, donnez un visage au projet. C'est très important, vraiment. J'espère que vous avez pris des notes parce que franchement, ça c'est hyper intéressant. Je pense qu'on voit rarement des campagnes participatives comme ça. Ça se rapproche un peu des upsells, c'est-à-dire proposer une page de présentation avec une prévente du projet alors qu'il n'est Exactement. pas encore forcément là, etc. Ça se rejoint un petit peu avec cette idée de donner des, en fonction du nombre d'argent qu'ils vont donner, voilà, des cadeaux. Chose intéressante, donc tu as payé quelqu'un qui a fait des pubs. Ouais. Comment tu t'y es pris justement pour trouver cette personne, etc. Et deuxième question, avant que je l'oublie, est-ce que tu vas pouvoir relancer une campagne Ulule maintenant que tu as fait justement tous ces learnings, etc. Est-ce que c'est possible d'en recréer une ou pas? Alors, comment j'ai choisi donc Jérémy? Donc, je suis allé sur Mal dans la catégorie justement pour le paid media et les social media managers. Et en fait, j'ai tout Ouais. simplement épluché les CV. J'ai fait une sélection d'environ 6 freelances, parce que sur Mal, tu peux envoyer ta proposition à 6 freelances en même temps. J'ai pris contact avec différents freelances. Et après, ce qui m'a surtout motivé en plus de l'affect, là, c'était surtout au niveau du budget en fait. Parce que vraiment, Mm. j'étais assez limité sur cette partie. Et Jérémy, je l'ai aussi choisi parce qu'il avait quand même pas mal d'expérience. Et sur son Mm. CV, il avait travaillé pour M6, pour Decathlon, pour des grands noms. Donc je savais que Mm. si j'engageais pour le projet, il avait quand même une certaine expérience avec des très gros clients. Et il avait Mm. aussi pas mal d'avis, que des avis positifs. Et en plus de ça, du coup, en plus qui était sympa en termes d'affect, sa proposition et son devis rentraient dans mon budget. Donc c'est vraiment ça Ok. qui m'a motivé à le choisir. Et ça, Mm. je l'avais dit au tout début. Mais vraiment, de tous les freelances à qui j'ai fait Mm. appel pour le projet, y compris toi, parce que ça aurait pu Mm. ne pas être le cas. Tout à fait, ouais. Franchement, tu t'en es très bien débrouillé sur cette partie. Et le learning qu'on peut dire, c'est que tu t'es beaucoup basé sur l'intuition et l'affect. Donc, mine de rien, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que toi, ce qui t'a convaincu le plus, en tout cas dans ton discours, c'est ce que tu retranscris, c'est le fait qu'il y avait des logos importants et donc qui étaient vraiment des preuves de qualité de son travail sur son profil Malte. Donc, si là, il y a des freelances qui nous regardent, voilà, chose importante, faites une petite fiche dans votre portfolio avec les gros noms avec lesquels vous avez travaillé.
Par exemple, justement, par rapport à ça, avant d'oublier, j'ai aussi fait appel à Elvina qui m'a, elle, aidé pour la communication organique. Et Elvina, elle fait du freelance, mais en temps normal, elle travaille chez Cartier. Elle a travaillé pour plusieurs maisons de luxe. Donc, en fait, tous les gens à qui j'ai fait appel, en plus, bah, il y avait j'avais un certain affect avec eux, j'ai pris des gens qui, quand même, ont travaillé pour des très, très, très gros clients. Donc, je savais que moi, avec ma petite startup, il n'y aurait aucun problème par rapport à ça. Donc vraiment, c'est aussi important de privilégier des gens qui ont des certaines compétences, tu vois. Et là, sur le coup, vraiment, de tous les gens à qui j'ai fait appel, j'ai pas été déçu, vraiment. Ok, hyper intéressant. Donc bah là, malheureusement, voilà, cette campagne, elle fonctionne pas bien. Alors tu l'as dit toi-même, ça a quand même fait ce qu'on appelle du social warming, c'est-à-dire que ça a chauffé un peu les gens à l'idée de s'habituer à voir Valencia, etc. Et au moins la prochaine fois qu'ils vont réentendre Valencia, ce sera pas une idée inconnue, un concept inconnu, c'est quelque chose qu'ils auront déjà vu et donc ça sera plus simple pour eux de passer à l'action et soit de réserver une expérience, soit de recommander à un ami Mais ou surtout autre. que, tout bêtement, je donne un exemple. Au niveau, par exemple, si je devais refaire des pubs payantes, Ouais. je mettrais en avant le visage de l'artisan, je mettrais en avant le Mm. côté humain, et en fait, la publicité, elle redirigerait sur Valencia en général, mais ça pourrait aussi, on pourrait faire des pubs un peu plus ciblées qui redirigeraient sur des profils d'artisans en particulier, comme exemple. Tu vois, par Mm. exemple, venez découvrir, je donne un exemple, Jean-Jacques. Jean-Jacques, par Mm. exemple, il fait des accordéons, il est facteur d'instruments, par exemple. Donc vraiment, si je devais refaire des pubs, je mettrais l'humain au cœur des choses, et l'autre avantage, Ouais. ça aurait que les gens, en cliquant sur la pub, ils arrivent sur le profil de l'artisan, ils Mm. comprennent directement ce qu'on propose en fait. Il y aurait plus ce côté, ils arrivent sur une campagne Ulule ou ils arrivent sur une page de site où ils savent pas trop bien, ce genre de choses. Mm. Là vraiment, si je devais refaire de la pub, j'aurais appris de mes erreurs, je mets l'humain au cœur des choses et je pense Mm. qu'il y aura aucun problème par rapport à ça. Sachant qu'en plus, si je devais le refaire, je pense que je payerais pas quelqu'un pour le faire. Je me formerais vraiment de A à Z au paid media. Sachant que j'ai Mm. dans mes meilleurs amis des gens dont c'est le métier aussi. Donc je me formerai vraiment avec eux et avec toutes les ressources que j'ai sur Internet à ça pour vraiment, dans le futur, limite en fait, à part peut-être pour le développement, vu que ça reste une partie très complexe, pour tout ce qui est communication de ça, pouvoir le faire moi en fait, vraiment être une boîte à outils pour pouvoir vraiment pouvoir tout faire moi-même. Et c'est ce que je privilégie aussi, tu vois. La plupart du temps, j'aime bien vraiment essayer de tout faire moi-même, tu vois. Donc c'est un truc que je peux pas, tu vois, le Mm. dev, j'aurais pas pu le faire moi-même, mais j'essaie vraiment de faire le maximum de choses moi tout seul et je trouve ça vraiment très important parce que plus tu as de compétences, plus on a de cordes à son arc et plus ce sera bénéfique dans le futur. Ouais, totalement. Tu es un autodidacte, donc tu as vu les autres faire, et puis tu essayes aussi sur le tas d'apprendre un peu au travers ses compétences, sachant que voilà, le media buying, ce genre de choses, évidemment, on peut être un expert là-dessus, mais c'est accessible, c'est-à-dire qu'on peut faire regarder des formations sur Internet et savoir se débrouiller et avoir quand même de relativement bons résultats. Et comme on l'a dit précédemment, l'intelligence artificielle, maintenant, c'est vraiment pour apprendre des trucs, c'est incroyable. Ouais. Je lui donne 3 bouquins de 3000 pages et hop, c'est bon, j'ai un petit résumé, il me donne les points importants et je peux lui dire, bah tiens, moi j'ai envie de faire ça. Dans ces 3000 pages, qu'est-ce qui va m'aider, tu vois? Genre vraiment rien que ça, tu vois, c'est des semaines, des mois à gagner. Ouais. Et je pense honnêtement, tu vois, autant le process de création, que ce soit l'IA textuelle, les LLM Mm. comme GPT ou les IA Mm. pour les images, s'il n'y avait pas l'IA en ce moment, je pense que le projet aurait pris 2, 3, 4 fois plus de temps. Parce que vraiment, Ouais. ça me bouffe Ouais. une quantité de travail, mais tellement colossale. Totalement, ouais, totalement. Bah ça c'est hyper intéressant. Alors après on va aborder la question des investisseurs, Ouais, etc. qui peut être peut-être un truc intéressant. On va essayer de faire vite parce que je crois que tu as un rendez-vous juste après, un je, petit je peu au dois, je resto. dois partir vers 19h50 environ, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça marche, ok. Rapidement, ouais, est-ce que Ulule, tu vas pouvoir refaire une campagne? Ou pas, parce que c'est quand même une bonne opportunité pour toi avec ce genre de projet-là qui peut toucher émotionnellement les gens. C'est une excellente question. J'avais déjà Mm. réfléchi à refaire une campagne, Mm. mais ce serait un truc à voir parce que c'est un truc qui prend énormément de temps, tu vois, parce que Mm. comme la page Ulule, il faut vraiment tout détailler, parler aux gens. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, mais je pense que refaire une campagne, ce serait potentiellement envisageable Ouais. dans le futur, tu vois, quand j'aurai quelques Mm. dizaines de profils, que Valencia commence Ouais. un petit peu à tourner. Au lieu de dire aux gens, financer un projet, on dit aux gens, financer la croissance du Mm. projet. Et ce Mm. coup-ci, du coup, si je refaisais la campagne, comme j'ai dit, je vais apprendre mes erreurs, je montrerai mon visage, je m'associerai au projet, j'irai voir les artisans, on fera des vidéos ensemble, et surtout, j'offrirai des vraies contreparties, tu vois, que ce soit des expériences Mm. avec les artisans, des rencontres avec eux, des objets artisanaux. Ce coup-ci, vraiment, toutes les idées que j'avais pas eu le temps de faire, si je Mm. referais une campagne, je les mettrais en place, et franchement, ce serait une idée à voir peut-être pour 2025. Peut-être pour 2025, refaire une campagne, mais pas du coup de communication. Peut-être si je faisais de la com sur les réseaux en payant, mettre Mm. beaucoup moins de budget, tu vois, et plus m'investir sur la com organique, parce que maintenant j'ai quand même une présence Mm. un peu sur les réseaux, donc je m'investirais beaucoup plus sur la com organique si je refaisais une campagne, et comme j'ai dit précédemment, je mettrais mon visage et je reverrai les contreparties. Ouais. On va voir après justement ce côté investisseur, mais Mhm. tu l'as dit, tu es aussi maintenant sur les réseaux, donc contenu organique, contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Il me semble que tu es sur TikTok, Instagram,
Voilà, on peut retrouver Valencia On a actuellement sur quelle Facebook. plateforme? Alors, au niveau Ok. de tout ce qui est contenu vidéo, Hmm. on fait du contenu vidéo sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Alors, je me permets de dire que franchement, les gars, les vidéos sont top. C'est trop Merci. cool d'avoir ça dans son feed. Donc, au lieu d'avoir des trucs un peu débiles ou quoi, c'est vraiment des beaux paysages, des vidéos bien tournées. Je sais que moi, j'ai pas TikTok, mais si j'avais, c'est ce genre de vidéo que j'aimerais avoir dans mon feed. Donc, n'hésitez pas, allez vous abonner, etc. Ça va donner de la force au projet. C'est un espèce de moyen de supporter sans forcément donner de l'argent. C'est de donner de la force à l'algorithme sur TikTok, sur Instagram. Donc, allez suivre le projet sur ces plateformes-là. Et en plus, vous, ça va vous faire kiffer parce que vous allez avoir de jolis trucs à regarder dans vos temps morts Et sur les vous réseaux. pouvez retrouver tous nos réseaux sociaux en allant sur le site de Valencia, sur le footer, Mm. donc tout en bas du site. Vous descendez tout en bas Ouais, du site et vous avez les liens vers tous nos réseaux sociaux. ouais, Sur Facebook, TikTok et Instagram, on fait du contenu vidéo. En fait, ouais. on va tourner dans des lieux, on présente des lieux et on présente des Mm. endroits, des anecdotes et des histoires par rapport à la France. Et sur Twitter et sur LinkedIn, on fait des contenus textuels, donc ils sont Mm. différents des contenus sur les autres réseaux sociaux. On essaie vraiment, en fait, d'adapter un petit peu le contenu parce qu'on ne parle pas de la même manière aux gens sur TikTok que sur X que sur LinkedIn. C'est vraiment très différent. Donc avec mon alternant et mon responsable de la communication, on travaille vraiment à ces projets. Et donc pour les vidéos, si vous allez les voir sur les réseaux sociaux, c'est moi et avec l'alternant, on écrit les textes. Il y a vraiment un très gros travail qui est fait de recherche, un très gros travail de montage, d'écriture. Vraiment pour une vidéo de 1 minute, on peut passer une journée, voire plusieurs jours sur une simple vidéo d'1 minute parce que même si c'est les réseaux sociaux et qu'il n'y a que quelques centaines de personnes qui la voient, j'attache une très grande importance à offrir vraiment le contenu le plus qualitatif possible. Même si on est une toute petite startup, même si on a 50 abonnés, il n'y a pas de raison que la vidéo ne soit pas qualitative, vraiment. Et c'est très important pour la croissance et le développement futur. Totalement, ouais. Donc les gars, franchement, foncez, n'hésitez pas. Et on va venir sur le dernier point que j'aimerais vraiment aborder, c'est ce côté investisseur, parce que je trouve ça, c'est un truc pour moi qui est Mhm. assez éloigné de ce que j'ai l'habitude de voir, parce que moi je travaille surtout sur des sauces, C'est la fin de journée, c'est la fin de journée. c'est ça exactement, les 19h30 pour ceux qui regardent, sur des SaaS totalement j'ai oublié, bootstrappés, pardon, donc qui sont faits vraiment avec l'argent des créateurs. Donc toi, tu es allé essayer un petit peu de te rapprocher d'investisseurs, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie qui est un peu mystique pour l'instant? Pour moi, j'ai du mal à visualiser vraiment comment ça se passe. Alors, en fait, pour se faire financer, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est le moyen classique, c'est-à-dire par des fonds d'investissement et des fonds privés. Donc, c'est très, très développé aux États-Unis, hein. De très nombreuses startups ont été financées comme ça. Par exemple, Mhm. il y a un seul fonds, je ne sais plus le nom, c'est peut-être Sequoia Capital, je ne suis pas sûr, hein. Mais c'est ce fonds-là, par Ok. exemple, qui a financé Airbnb, Facebook, Apple. En gros, il y a des fonds d'investissement. C'est en capital risque, c'est-à-dire en gros des boîtes qui mettent de l'argent sur la table, qui se disent, Mhm. le projet, il commence à avoir des résultats. Les investisseurs Mhm. mettent de l'argent sur la table et disent, bah, nous, on croit en ce projet. Et avec cet argent-là, on espère que ça va décoller. Et c'est ce qui a été fait du coup en capital risque par rapport à Airbnb, Facebook, toutes ces startups américaines. Ils ont été financés comme ça. Il y a un autre moyen aussi de se financer, c'est ce qu'on appelle les business angels. Donc les business angels, c'est des gens comme toi et moi. Donc Mhm. c'est un peu développé en France, mais c'est beaucoup développé au Royaume-Uni. En fait, un business angel, c'est des gens qui ont quelques dizaines de milliers d'euros à placer. Et en fait, ils les placent dans des startups. En fait, il y a des réunions qui sont Mhm. organisées. Tu viens présenter ton projet pendant 20 minutes, tu as une centaine de personnes dans la salle, donc des gens comme toi et moi. Et en fait, à la fin de la présentation, ils remplissent une petite fiche et ils disent, bah tiens, ce projet je l'ai bien aimé, ce projet je l'ai bien aimé, je mets tant d'euros ici, tant d'euros ici. Et une fois que les gens décident combien ils mettent, après il y a des Mhm. négociations qui sont faites pour savoir quelle part du capital va à qui. Et pour l'anecdote, Mhm. c'est un peu développé en France, mais c'est très développé au Royaume-Uni parce qu'en fait, au Royaume-Uni, il y a de l'abattement fiscal. Si tu mets 1000 euros dans une startup, tu as 500%, t'as 500 euros de déduction de tes impôts. Donc en fait, comme il y a Super un cool abattement ça. fiscal, c'est 25 ou 50%, je crois, mais comme il y a un abattement fiscal excessivement important, au Royaume-Uni, il y a de très nombreuses startups qui sont financées comme ça, et au Royaume-Uni, il y a un marché du travail qui est beaucoup plus souple. Donc il y a beaucoup moins de protection sociale, mais autant pour les entreprises Mhm. que les entreprises, ça permet d'embaucher et de renvoyer beaucoup plus facilement. Mais pour les travailleurs, ça permet vraiment d'avoir une certaine flexibilité. Donc c'est pas parfait, hein. En France, on a une vraie protection de l'emploi, mais en tant qu'employeur, il y a quand même certains avantages au Royaume-Uni par rapport à Mhm. l'embauche et à ce genre de choses. Mais par rapport donc aux investisseurs, donc il y a différents moyens de se financer. Il y a un autre moyen aussi, c'est l'argent public. Tu peux soit obtenir des subventions ou des aides. Mhm. Il faut savoir que les aides, tu dois les rembourser. Donc on te prête 10 000 euros, l'État te prête 10 000 euros, tu dois les rembourser. Et les Ok. subventions, tu n'as pas besoin de les rembourser. Tu vois. Par exemple, tu as le conseil départemental qui va te filer, je sais pas, ou le régional qui te file 10 000 euros parce qu'il croit en toi. Donc il y a Mhm. plein de moyens de se financer. Mais en fait, le problème, c'est qu'avant de demander de l'argent, il faut avoir des résultats. Le mot exact s'appelle une Mhm. traction financière. Une traction financière, en fait, c'est en général 1 ou 2 bilans comptables, donc sur 1 ou 2 ans les résultats financiers. Et en fait, tu vas montrer aux investisseurs que tu leur dis, bah voilà, il y a 2 ans, on rentrait tant d'argent, on faisait tant de bénéfices,
bénéfices, on avait tant de dépenses. Aujourd'hui, on rentre tant d'argent, on a tant de bénéfices, tant de dépenses. Et en fait, tu leur montres que par rapport à il y a un an, il y a 6 mois ou quoi, tu as de la Mhm. croissance. Et en fait, tu fais des projections. Tu leur dis, bah voilà, si sur un an, on a fait plus 100% de chiffre d'affaires et en fait, sur la dernière année, on a fait plus 200% de chiffre d'affaires, nous, on projette qu'on aura tant de rentrées d'argent. Et en fait, les investisseurs se basent en général sur ça, tu vois, sur la projection financière, mais aussi sur la qualité du projet, mais aussi beaucoup sur toi-même, tu vois, comment tu vends le projet, comment Mhm. tu le portes et ce genre de choses. Par rapport justement aux investisseurs, désolé, je bois de l'eau. Mm. Vas-y, t'en fais pas. En fait, en vrai de vrai, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais si tu as un bon projet, que tu présentes bien et que tu sais bien parler, c'est pas si compliqué que ça d'obtenir de l'argent. Tu vois, il y a une émission qui passe des fois sur M6, je crois, c'est Qui veut être mon associé. Ouais. J'adore regarder cette émission, je me les suis presque tous regardés pour apprendre des conseils. Mhm. Et en fait, dans cette émission, on se rend compte, bon, c'est la télé, tu vois, mais en fait, si tu Mhm. présentes bien, que ton idée, elle est convaincante, en vrai, c'est pas si compliqué d'obtenir de l'argent. Les investisseurs, quand tu vas par exemple devant un fonds d'investissement, en fait, en général, tu prends contact avec le fonds d'investissement ou tu passes par un cabinet qui lui prend contact avec le fonds. En général, Ouais. tu as des réunions avec les investisseurs, plusieurs réunions. Tu auras des moments où tu viens justement pitcher l'idée devant un panel d'investisseurs. Et ensuite, c'est eux qui se réunissent et qui en interne se disent tiens, est-ce qu'on le finance, est-ce qu'on lui donne le montant qu'il veut, ou alors est-ce qu'on renégocie. Parce qu'en général, tu dis par exemple, moi il me faut 1 million, je vous donne Mhm. tant de parts de la boîte par exemple. Mais Ouais. ça, bien sûr, ça dépend des fonds, le montant et les parts négociées, ça dépend du fonds et des investisseurs. Mais en fait, Ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vrai, si tu as un projet tu présentes bien, tu portes bien ton projet il est convaincant, mais surtout que tu as une vraie traction financière et des résultats, c'est pas si compliqué de lever des fonds, que ce soit de lever quelques centaines de milliers, voire de lever des dizaines de millions. C'est vraiment, en fait, c'est pas si compliqué parce que vraiment, les investisseurs, si tu crois en ton projet, ils croiront en toi, tu vois. Mais Ouais. la vraie difficulté, c'est qu'avant toute chose, avant d'aller voir des investisseurs, il faut avoir des résultats. Et en général, il faut avoir au minimum 2 à 3 ans d'activité, donc de bilan comptable. Tu vois, si tu fais un bilan tous les ans de tes résultats, pour pouvoir justement montrer sur 3 ans, par exemple, on est parti de là, on est arrivé ici, on est là, et on va là. Tu vois, en général, ça marche un petit peu comme ça. Ça fonctionne un peu comme un investissement immobilier ou si tu veux être propriétaire, souvent il faut avoir 2 3 ans en tant qu'entreprise de capital C'est ça. et les bilans de chaque année pour dire ben voilà, je suis sécure, vous pouvez investir dans ma personne quoi. Là c'est dans une entreprise. Exactement. Et aussi par rapport aux investisseurs, c'est qu'en soi, c'est un peu du capital risque. C'est-à-dire qu'en gros, ils investissent de l'argent dans ton projet, ils vont prendre des parts au capital, donc siéger au conseil d'administration. Mais il faut que du coup, toi, tu leur portes des résultats, tu vois, parce que c'est pas parce Mhm. qu'ils te donnent de l'argent que tu vas y arriver, tu vois. Mais en Mhm. général, pour t'expliquer comment ça fonctionne, nous, comme on est une société à action, si plus tard on faisait rentrer des investisseurs au capital, tous les ans, on doit se réunir en conseil d'administration. Donc on fait une réunion dans un bureau. Et en fait, tous les gens qui ont des parts au capital viennent à la réunion et on prend les décisions importantes de la boîte, on décide de Mhm. l'avenir de la boîte. Et on peut aussi se réunir en conseil d'administration si par exemple il faut un changement de poste du directeur général ou du président de l'entreprise, une cession Ouais. d'activité, vente des parts de l'entreprise, ce genre de choses. Il faut Mhm. se réunir en conseil d'administration. Mais en soi, l'important si tu veux te faire financer un projet, c'est d'avoir déjà un projet qui fonctionne, de bien porter son projet, mais surtout de prouver aux investisseurs que tu peux avoir des résultats sur l'avenir parce qu'ils vont se baser sur Mhm. des prévisions. Eux, ils vont faire leurs propres analyses et prévisions à partir de tes comptes, tout ça. Mais vraiment, encore une fois, ça dépend de chaque investisseur, ça dépend de qui porte le projet, tout ça. Mhm. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que moi, j'avais eu le contact de responsable d'un Ouais. cabinet de conseil qui fait des fusions d'entreprises, des acquisitions, mais qui fait aussi de levée de fonds. En fait, ce qu'il m'avait Mhm. expliqué, c'est que si je lui présente des résultats financiers et que ça peut matcher, je lui paye un montant fixe qui varie entre 5 et 20 000 euros. Je lui dis j'ai besoin de tant d'argent. Et en fait, lui, il va me trouver les investisseurs, il s'occupe de me négocier les contrats, tout ça, et il s'occupe de me trouver le montant que j'ai demandé. Donc, il prend fonds fixe et une commission sur le montant qu'on aura levé. Mais ce Mhm. système-là, en fait, passé par quelqu'un qui le fait, ça peut permettre justement de réussir dans quasiment 100% des cas parce que vu que le type, tu le payes au début dans un contrat, il t'assure de te trouver l'argent. Donc, il y a plein de moyens de faire et en fait, le moyen dépend vraiment Mhm. du montant que vous avez besoin et de ce que vous voulez faire. Et une dernière chose, si je peux me permettre, il y a un autre moyen. Tu peux faire des crédits auprès de BPI. BPI, c'est la banque publique d'investissement française qui s'occupe Mhm. de financer des startups et des projets publics. Et tu peux faire des crédits auprès de BPI. C'est-à-dire que le crédit, ça va de 30 000 à 5 millions d'euros. Et Ouais. par rapport au crédit, en fait, selon le type de société, en général, c'est pas directement toi qui rembourse l'argent, c'est la société en fait qui a un crédit. Tu vois. Faut regarder dans les détails, Ouais. dans les détails techniques. Mais si vous voulez financer un projet, vous pouvez faire un crédit au nom de l'entreprise pour vous financer. Mais après, bien sûr, il y a des garanties, ce genre de choses. C'est pas ils vous prêtent de l'argent et si jamais ça coule, vous n'aurez jamais à le rembourser. Il faut bien se renseigner sur ce que vous avez besoin, ce qui correspond à votre demande. Mais en vrai, il existe vraiment plein de moyens de se financer et vraiment tout dépend de combien vous avez besoin et de ce que vous voulez faire par la suite. Bah, c'est hyper intéressant. Je Désolé, pense beaucoup que d'informations, hein.
Non, mais c'est hyper intéressant. Je pense que ça a démystifié un peu ce processus-là pour moi et pas mal de gens qui regardent parce qu'on est beaucoup, je pense, à voir ça un peu comme un truc lointain. On sait pas vraiment comment ça se passe, etc. Et ce qui serait hyper intéressant, je pense, ça peut même faire un super format short. Ah, du coup, tu m'as cité quatre moyens de faire. Est-ce que tu peux me les résumer là en moins d'une minute, ces quatre moyens justement et peut-être ça fera un short, tu vois, qu'on va Ouais. pouvoir mettre sur les réseaux. Bah alors, l'un des premiers moyens de se financer, c'est d'obtenir, bah, par exemple, de l'argent auprès d'investisseurs privés. C'est ce qui se fait le plus auprès de fonds d'investissement. Ça, en général, c'est plus pour les grosses levées de fonds, quand vous avez besoin de sommes de 500 000 à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Vous avez Ok. les business angels, donc c'est des gens comme vous et moi qui investissent des économies, donc quelques dizaines, 20 000, 30 000 euros dans des entreprises en prenant des parts au capital pour avoir des retours par la suite. Ça, c'est plus Mhm. si vous avez besoin de lever des sommes faibles, c'est-à-dire quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros grand maximum. Vous avez Ok. aussi l'argent public, donc enfin l'argent public. Mhm. Vous pouvez obtenir des subventions ou des aides auprès de l'État, des collectivités régionales ou des organismes publics. Donc Mhm. il y a une différence, hein. En général, les aides, vous aurez à les rembourser. Les subventions, c'est de l'argent, ce que je pourrais appeler l'argent magique en fait. C'est l'argent que vous n'aurez pas à Mhm. rembourser par la suite. Et le dernier moyen, c'est... alors attends, est-ce que j'en aurais pas oublié, hein, va falloir couper ça. Tisseur, business angel, Ouais. non c'est ça, prêt auprès de BPI et argent public. C'est ça, exactement. Très bien. Tu les as tous cités. Ouais, Là, je pense qu'on est pas mal. Il y a eu beaucoup d'informations ouais. données. Pour savoir, est-ce que le Ulule est encore ouvert ou pas? Est-ce que les gens peuvent s'y rendre ou Non, en fait, j'ai fait supprimer en fait la page Ok, Ulule parce que je trouve que la page Ulule ne reflète plus ce qu'est Valencia aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord. comme elle apparaissait tout en haut des résultats, j'avais pas envie que les gens qui tapent Valencia, le Mhm. premier truc qu'ils voient c'est la page Ulule et qu'en fait, s'ils voient sur la page Ulule, c'est en fait des informations sur le projet, un concept qui Mhm. date du mois d'octobre en fait. Ouais, Du coup, j'ai totalement. demandé à Ulule d'effacer la page de la campagne, mais comme j'ai dit précédemment, peut-être qu'en 2025, quand on aura un petit peu de résultats, on Ouais. refera une campagne Ulule de manière différente avec ce que j'aurais appris précédemment. Ok. Bah écoute, les gars, si vous voulez du coup supporter le projet, ça se passe sur les réseaux. Donc déjà, valencia.art, vous Alors je pouvez aller précise voir le Valencia site. avec un T, hein, parce que Valencia, quand je dis Valencia aux gens, ils pensent à Valence en Espagne avec un C, Ah, c'est ok. Valentia. Et Valencia, c'est du Ouais. latin, et ça veut dire la force, la vigueur, le courage et l'habileté, pour préciser. Et donc c'est Valencia avec Magnifique. un T. Voilà, Valencia, Ok. du latin. Exactement, Valencia avec un T, donc Point art. valencia.art. Le lien, de toute façon, sur YouTube, il est en description, sur les réseaux peut-être aussi. Et sinon, vous pouvez tout simplement retrouver Valencia sur à peu près tous les réseaux sociaux, Ouais. TikTok, LinkedIn, X, Facebook, Instagram. Pareil, je mettrai tous les liens en description. Guillaume, merci beaucoup. Bah Franchement, merci à c'était toi, c'était un plaisir hyper de venir ici. intéressant. C'était un Ouais, c'était plaisir. hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que les gens qui ont regardé ont aussi appris pas mal de choses. Ça va donner peut-être envie de supporter le projet. Puis, peut-être qu'on reviendra d'ici 1 ou 2 ans Ouais. sur le projet, qu'on fera un deuxième épisode, voir que sont-ils devenus, tu vois. Ah bah ça me ferait carrément plaisir, hein. Il y aura beaucoup de choses qui se seront passées d'ici là, je pense. Et tu seras plus dans le garage, tu sais, tu seras dans une giga villa. J'aurai un giga bureau, une giga fenêtre derrière moi, ce sera incroyable. Ça serait super. Mais en tout cas, voilà, merci Bah beaucoup. merci à toi. Les gars, oubliez pas, voilà, likez, commentez également la vidéo. Je sais que je suis l'influenceur, mais c'est comme C'est ça que ça important, marche c'est aussi. important. Exactement pour l'algo. Si vous voulez aussi, comme Guillaume, faire construire votre SaaS, que ce soit branding, design UX ou développement, pareil, le lien de mon agence en description. Et puis, N'hésitez pas, l'agence incomparable pour un résultat incomparable. merci beaucoup. Et puis, est-ce que tu as un mot de la fin pour clôturer là-dessus? Franchement, ça fait peut-être un petit peu cliché, mais j'ai envie de dire, croyez en vos rêves et croyez en ce que vous faites.